Ok, allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Comme promis, on va faire une partie un petit peu plus poussée sur ce briefing de rentrée scolaire du trading. C'est ce que je fais perso de toute façon un peu 2 fois par an au minimum, c'est-à-dire à la rentrée scolaire, là, septembre, et en général au niveau de la mi-fin année, sur les périodes post-fêtes. Ce sont souvent des bons moments pour prendre un peu de recul, regarder des graphiques de long terme, à revoir ou questionner certaines stratégies sur ces gros time frames, etc. Tout ça, tout ça. Donc là, on parle évidemment plus du portefeuille investissement. Je vous rappelle comment se découpe le contenu éducatif. Vous avez donc toutes les semaines un brief de mise à jour régulière, macro, entre guillemets, et des stratégies de trading plutôt basées donc, sur ces flux d'investissement de moyen terme. Donc la partie vraiment macro, cadrée, valeur, etc. Le mercredi, la partie pure trading court terme, où on fait de la mise en application des stratégies de flux, donc sur des UT inférieures, dans le cadre des gestions du risque de moyen terme, toujours, je rappelle, on ne trade pas juste l'actif qu'on veut comme ça parce qu'on a envie, il y a toujours une gestion à faible risque qui doit être faite avant. Ceux qui vous font miroiter qu'on peut trader n'importe quel graphique avec le price action, je peux vous garantir qu'en 10 ans, j'en ai vu passer pas mal des cocos qui racontaient ce genre de conneries, et ils sont pas là aujourd'hui pour en parler. Donc, vous faites toujours comme vous voulez. Moi, quand même, j'essaie de faire en sorte que, au moins, vous surviviez. Je ne prétends pas faire de vous les meilleurs traders de YouTube, mais au moins d'éviter de brûler vos capitaux. Bon, bref, ceci dit, revenons là-dessus. Donc, ok, mercredi, on fait cette partie trading un petit peu plus court terme. Donc, j'essaierai ici volontairement de ne pas en parler parce qu'on le fera mercredi, même si pendant ces vacances, sur les réseaux, je vous l'ai mis en toute transparence. Ces stratégies de flux se sont activées à nouveau pendant le flush spéculatif que vous avez tous vu, probablement que vous soyez en vacances ou non. Voilà. Donc, je vais découper derrière ce brief-là en à peu près 3 parties, je pense qu'on va essayer de s'en tenir à ça. Donc une partie plus de profondeur macro avec des graphiques, celle que j'ai pas pu faire dans la partie brief hebdo, d'accord. Donc ici plus sur des graphiques, WTI, Silver, les taux à 10 ans, les courbes de taux, les niveaux de liquidité, bref, tous ces trucs-là, les junk bonds, les arbitrages sectoriels entre l'Asie et les États-Unis. Bref, il y a beaucoup de thématiques que moi je vais exploiter encore en 2023-2024 que je voulais vous partager. Il y en a une aussi très très belle pour moi sur le Forex au niveau de la UDNZD qui attend depuis des années, mais je pense qu'enfin on a un contexte favorable. Si ça valide. Gros danger sur l'USD-Yen cette année. Je sais que ça va être l'actif le plus volatile et probablement le plus débile. Donc je préfère direct vous mettre un gros stop en disant quiconque est débutant dans le trading va avoir très envie de trader l'USD-Yen cette année. Et je pense que c'est la pire des choses à faire. Ce sera très intéressant probablement de trader l'euro-dollar si je ne m'abuse. Et on regardera ce graphique également. Il y a évidemment plein d'autres actifs, je vous partage juste mes grandes stratégies. Certaines sont déjà en cours, puisque pour ma part 2022 a vraiment été une année de fucking contre-temps pour ma part, c'est de dire la plupart des stratégies qui avaient été initiées, et c'est un peu ma marque de fabrique, certains le savent, je suis un peu souvent trop en avance. C'est d'ailleurs pour ça que j'applique une gestion du risque, c'est-à-dire que comme on ne peut pas maîtriser le timing, sauf si on a une boule de cristal, eh ben, on gère le risque de l'élément temporel. Donc on fait attention évidemment. Donc certaines stratégies en cours, certaines qui ont beaucoup traîné de la patte et qui n'ont pas encore validé, mais qui pourraient le faire sur les années à venir, certaines dont je le pense vont même faire tout d'un coup, c'est-à-dire elles vont me faire validation, confirmation et objectif sur le cycle à venir, après avoir franchement traîné la patte, voire tenté d'invalider pendant pratiquement toute l'année passée. Enfin, toute la saison passée, donc 2022-2023, de septembre à septembre. Ok. Voilà un peu tout ça. Alors, on y va par rapport à l'émission qu'on avait fait précédemment aussi, donc un petit récap d'entrée. J'ai fait une vidéo avant la période estivale, parce que souvent, je vous avais dit, l'essentiel à retenir, c'est que dans les périodes estivales, sur certains actifs et notamment en range, l'été, on aime bien aller titiller ces zones de range, et souvent, on passe à travers dans de faibles volumes, sans que pour autant ça déclenche réellement des tendances, sauf quand on est dans le sens de la gestion à faible risque. C'était donc de dire, attention, tout le monde entrevoit que l'été va être nul, etc. Sur certains actifs, ça pourrait pas être le cas. Bon, on va voir, franchement, ça s'est pas vraiment très bien passé cet été, sauf pour le WTI. Et on va y passer dessus. Bon, allez, voilà. Donc, on fera les cryptos, on fera les marchés tradis. Je pense qu'on va commencer sur la partie global market. On vire sur les comos, etc. derrière. On fait un tour à la fin sur les cryptos. Crypto où je vais malheureusement devoir m'attaquer à un narratif très 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 coriace que je vois traîner en ce moment. C'est pas à mon habitude
de cracher sur d'autres stratégies. Là, je ne vais pas cracher, je vais juste devoir opposer des arguments, à mon avis, un peu contradictoires avec la thèse générale que je vois circuler en ce moment par certaines faces proéminentes. Et j'aime pas normalement en plus citer de nom, mais là, il s'agit de gens que j'ai affectionnés quand même pas mal aussi, dont je respecte beaucoup le travail, en l'occurrence Coin Bureau. Mais j'ai énormément de mal là avec la thèse défendue par M. Benjamin Cowen. Voilà, donc je vais essayer d'opposer des arguments à cette thèse. C'est tout. Voilà. Donc normalement je cite pas, et c'est pas pour dire c'est un incapable et je vais avoir raison, etc. Non, c'est juste de dire, je pense malheureusement qu'il y a des oublis assez significatifs dans les thèses qui sont prononcées. En tout cas, certains raccourcis sont faits avec une évidence toute faite qui me semble assez dangereux d'un point de vue trading. Voilà. Ceci dit, allons-y direct après ce programme pour entrer dans ce programme chargé. Donc tout d'abord, toujours on commence par le Global Market S&P, d'accord, ça veut dire le S&P 500, ça reste l'indice le plus liquide, le plus largement distribué, etc. Mais on l'a dit depuis plusieurs années, il est essentiel de bien faire attention à sa distribution qui s'est très largement détériorée. On atteint aujourd'hui, d'accord, donc des niveaux RSP, c'est-à-dire le RSP sur SPX, ça nous traduit ce qu'on appelle le market breadth, c'est-à-dire la distribution inhérente de ce marché en termes de market cap, c'est-à-dire bon, à l'intérieur de l'indice, est-ce que c'est bien ou pas bien réparti. Le RSP, c'est ni plus ni moins que le S&P 500, avec un indice de 1/500e pour chaque valeur qu'il compose, alors que le S&P 500 SPX, c'est proportionnel à la market cap. Donc, autrement dit, dans les 500 valeurs, est-ce qu'elles montent toutes ou est-ce qu'il y en a très peu qui montent? S'il y en a très peu qui montent beaucoup et qui du coup contribuent très largement à la pondération de l'indice, eh ben vous allez voir ce truc qui baisse. Voilà. Donc pour ma part, c'est assez significatif. Donc effectivement, depuis 2017, on est dans ce trend de la révolution du turfu des géantes GAFA qu'on ne peut plus arrêter. Bon, maintenant, on va le voir d'un point de vue graphique, c'est quand même assez dangereux. On atteint des niveaux où, pour ma part, il va commencer à falloir miser contre cette stratégie. On verra qu'il y a d'ailleurs des points stratégiques qui invitent à penser que c'est même le bon moment pour le faire, puisque nous sommes donc survendus en divergence cachée par rapport à des supports ascendants au niveau d'un canal de tendance. Bref, attention ici, au moindre signal de tendance, ça repartira. Et je pense qu'on risque d'en avoir. Pour l'instant, mais je pense, ne sont pas suivis de signaux, ce qui veut donc dire que je suis patient. Mais bon, comme toujours, moi, mon travail, c'est d'être en avance, quitte à l'être un peu trop. Et quand je vois des exits détectés par le contexte sur l'UT inférieur, ça m'invite à penser que, en plus, exit, c'est ce qui passe de baissier à haussier, que c'est pas vraiment le moment pour suivre la thèse des gars qui vous vendent le turfu avec les Tesla, Amazon, Facebook, les grands noms que vous connaissez tous, là, voilà, les Nvidia, Google, etc. Donc attention pour ma part, le top 10 du S&P 500, c'est pas vraiment l'endroit où je pense qu'on va faire de l'argent dans l'investissement du prochain cycle. Voilà, ou en tout cas, c'est clairement pas sur les niveaux de valorisation relatifs et leur pondération actuelle qu'il faut s'y exposer. Donc, soit vous êtes déjà dedans, soit c'est trop tard pour les grosses valeurs, j'insiste bien là-dedans, et ce sera à gérer au cas par cas. J'en tiendrai ici, pour exemple, la différence qu'il y a, par exemple, entre Apple, qui est une magnifique bulle spéculative dans toute sa splendeur, et d'autres actifs comme Nvidia, qui est en multi-time frame, et qui a donc toute la légitimité de faire n'importe quoi à la hausse, puisque c'était prévu. Donc attention, hein, ce sera aussi la dernière vague, mais elle peut être excessive et j'envisageais de toute façon qu'elle le soit, parce que sa structure graphique le prévoit. Voilà. Maintenant attention, on est sur des structures expérimentées, donc comme je vous l'ai dit, ça vous êtes très peu nombreux à les maîtriser, ces structures, je vous les donne, malheureusement là j'aime pas faire ça, hein, dire croyez-moi sur parole, mais bon voilà, c'est quand même mon job, et même si toutes ces stratégies ont été documentées pour la transparence, pour que vous puissiez vous-même vérifier les règles d'éligibilité et tout ça, ceux qui connaissent ces structures savent qu'elle est bien active. Donc Nvidia, c'est excessif, c'est débile, et pour ma part, c'était prévu. Ça n'est pas forcément le cas d'autres valeurs, comme Apple, qui sont excessives, mais attention, là on est dans la phase finale de la bulle spéculative, donc c'est très très dangereux, on a eu le retour de volatilité. Donc là on est dans la dernière phase sur Apple, donc on parle attention 2024, une année où Apple vaut mieux rester à l'écart, en plus de ça. Sur d'autres valeurs comme Microsoft, là, bon, je vous laisse apprécier ce truc-là. C'est donc des trucs de fou. De toute façon, Microsoft, c'est surtout drivé par les résultats. Ce qu'on ne voit pas du tout sur Apple, les résultats plafonnent totalement, ils ne sont pas du tout en lien avec les effets multiplicateurs. Là, c'est juste, en fait, vous avez une boîte qui génère un cash flow de malade et qui réussit à le faire depuis plusieurs cycles d'investissement boursier, ce qui est quand même un
magnifique chef-d'œuvre. Bon, maintenant, évidemment, on fait attention, on est plutôt sur la fin, ou en tout cas, ce cycle boursier est très largement avancé. Pour rappel, il se termine en 2032, et je ne suis pas certain que Microsoft puisse s'envoler jusque-là. Maintenant, moi, je ne m'y opposerai pas nécessairement. De toute façon, ici, comme on le voit, on n'a pas des signaux d'effondrement sur Microsoft, mais bien des signaux de range. M'invitant plus à penser que c'est un peu quelque chose comme la suite des années 2000. Ça risque au pire de retracer. Je pense quand même qu'il y a de fortes chances que Microsoft reste installé entre la zone des 170 et, on va dire, 400 $ à peu près. Donc je ne pense pas que Microsoft s'effondre, mais encore une fois, ce n'est pas dans la partie haute d'un range qu'il faut se foutre là-dessus. Sur Google, bon ben là, c'est pareil. Amusez-vous à vendre ce truc-là. Je vous souhaite bien du courage. Maintenant, l'acheter ici, pour moi, c'est pas très malin. Alors pardon, Sell Entry, elle n'a pas été déclenchée, celle-là. C'était une alerte. Enfin, en tout cas, je ne l'ai pas prise. Et pour l'instant, je n'envisage pas trop de vendre Google. Maintenant, n'achetez pas sur la troisième borne de l'unité inférieure. Normalement, le pullback qu'on devrait faire, le pullback mensuel, m'intéresse par contre. C'est de dire, moi, si Google perd 50%, là, mais j'en chargerai dans le portefeuille à plein pouvoir. Maintenant, ici, il y a aussi la possibilité que mon pullback se produise en retard, c'est-à-dire que ça reste sur un triangle et que ça part. Donc, par exemple, pour moi, Google, ça va rester un peu comme du Microsoft. Je pense que, dans le pire des cas, la valeur devrait se stabiliser. Si ça baisse vraiment, il va y avoir de très gros supports sur lesquels je n'hésiterai pas à en foutre plein le portefeuille. Par contre, si ça monte, malheureusement, ça montera sans moi. Je n'ai pas trouvé les éléments suffisants pour jouer la stratégie acheteuse ici sur Google. Et je le regrette parce que, en fait, les signaux sont là. C'est-à-dire que j'ai pas bien fait mon travail. Voilà. Mais pour ma part, je suis supposé, donc comme je vous dis, attendre un pullback mensuel. C'est-à-dire je suis supposé attendre une fin de cycle. Donc c'est vrai que j'ai plutôt tendance à me dire, je chargerai plutôt Google peut-être à partir de 2025-6. Voilà. En vue, là encore, d'une extrapolation et d'une envolée lyrique sur la fin de cycle de 2032. Pour ceux qui se posent la question, je fais toujours référence à cet ECM, Economic Confidence Model, de Martin Armstrong, qui n'est ni un génie ni un visionnaire, mais juste quelqu'un qui a créé des modèles. Et c'est toujours mieux que de nager avec son doigt mouillé. Ok, donc on avance. Ok, ça c'était pour la partie, donc attention à l'exposition sectorielle du S&P 500. Ça veut donc dire que notre S&P 500 lui-même, en tant que truc, il a plusieurs directions possibles si vous le tradez. Pour rappel, on est déjà sur les troisièmes bornes hebdomadaires, dans des tendances haussières séculaires sur les time frames supérieurs. Donc, encore une fois, ce ne sont pas des zones pour vendre la fin du monde. C'est pas parce que votre ami Michael Burry s'en targue sur les réseaux qu'il vous donne toute sa stratégie, ni ses time frames, etc. Ça se trouve, il short à horizon 3 semaines, et vous vous dites que c'est la fin du monde de 1987, etc., etc. Donc attention à pas... Encore une fois, prendre ces gens pour des imbéciles, ils ne le sont pas, mais par contre, si vous croyez qu'ils vous donnent toute leur stratégie, il ne faut quand même pas être vous-même un imbécile. Donc, zone de troisième borne, des signaux qui montrent que on peut tout à fait passer à travers, mais qu'on ira guère loin si on essaye. Et d'un autre côté, si on retrace, on ira guère loin non plus. Donc, pas très intéressant pour moi le S&P 500 sur cette fin d'année, et en tout cas pour l'instant, disons que le risque resterait haussier, c'est ce qu'on a vu dans le brief hebdo. Il y a pas mal d'indicateurs pour l'instant sur cette rentrée qui pourrait le maintenir sur les niveaux de valorisation qu'il connaît, voire le pousser un petit peu plus haut. Mais attention, ça ne pourra pas nécessairement durer forever. Et de toute façon, on est dans une tendance de fonds haussière. Donc de base, être vendeur dans les tendances de fonds haussières, c'est pas très malin. Mais acheter des résistances, c'est tout aussi con. Voilà. Donc voilà un peu la narrative. Donc pour ma part, acheteur d'actions américaines, hors du top 10, d'accord, sauf certaines belles. Je dis, moi j'achète Nvidia, je suis acheteur depuis le bottom, elle, je l'ai chopé tout en bas, donc voilà, Dieu sait qu'il y en a qui me reprochent parfois mes timings, Dieu sait que parfois je mets dans le mille. Bref, c'est comme toujours, ceux qui achètent tout en bas et qui vendent tout en haut, ce sont les plus gros mythos du marché, donc faites attention à ces gens qui ont la boule de cristal. En général, ils mentent plus qu'ils tradent. Voilà, donc... pour la transparence. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc après les autres, malheureusement, je suis un peu à l'écart, mais comme je vous dis, dans le haut de range, c'est clair que pour ma part, ce n'est pas des zones pour acheter du Microsoft, du Google, du Apple, tous ces trucs-là, à mon avis, complètement survalorisés, mais ce n'est pas une raison pour les vendre trop vite non plus. Voilà. Juste de dire, tout dépendra pour ma part un peu de la direction du S&P. Si le S&P voit effectivement beaucoup de décollectes sur des grosses valeurs qui ont bien performé, parce que ça peut carrément retracer sans problème sur du Nvidia et tout ça, sans changer la structure. Pareil, Google, on peut rejeter, on l'a vu, sur des zones de prix de troisième borne. Microsoft, on peut rejeter la transmission des ATH. Apple, la bulle peut commencer à se dégonfler ou en tout cas arrêter de progresser. Donc dans ces targets-là, c'est de comprendre que, étant donné le fameux RSP sur SPX, si évidemment les grosses valeurs venaient à dégonfler et que les petites derrière, c'est-à-dire le S&P 490, morflaient en même temps,
et bien évidemment le S&P va prendre une sale gueule. Maintenant, si on a l'inverse, c'est-à-dire les 10 grosses valeurs arrêtent de performer, voire traînent un peu la patte, mais s'effondrent pas, et qu'à d'un autre côté, les 490 se mettent à embrayer, il est fort à penser qu'on ait une progression de l'indice, alors même que le ratio SPX va progresser lui aussi. Et ça, c'est souvent d'ailleurs le signe de bonne santé d'un marché. On a distribution des bénéfices des grosses valeurs vers les petites. Seulement, au lieu de vendre, et de vendre les actions des grosses valeurs, on a au contraire des collatéralisations, c'est-à-dire qu'on a des emprunts collatéralisés par ces actions pour en acheter d'autres. Et ça, c'est généralement le signe de confiance des investisseurs quand ils collatéralisent les actifs à forte market cap. Voilà. Le pire, ce serait évidemment donc de voir des take profits, donc des ventes massives non suivies d'achats, c'est-à-dire il n'y a plus d'acheteurs, il n'y a que des vendeurs sur ces grosses valeurs, qui pourraient dans ce cas-là créer le sentiment inverse, c'est-à-dire une phase de panique de marché, qui pourrait entraîner derrière, là aussi, les petites valeurs dans une sorte de spirale. Par petites valeurs, j'entends des trucs comme PayPal qui se sont fait démontasse la gueule depuis ce truc-là. Donc, c'est de dire, si celle-là, elle commence à embrayer enfin à l'achat, elles ont beaucoup de profits à délivrer pour venir chercher des résistances, et effectivement, ça peut soutenir l'indice à condition que les profits générés sur ces petites valeurs supplantent les éventuels retracements des géantes. Voilà. Donc, autrement dit, où va le S&P 500? Je vais vous répondre très franchement, j'en sais fichtre rien. J'ai des signaux qui m'invitent à dire que ça ne va pas aller très loin dans tous les cas de la zone de valorisation actuelle et que ça dépendra principalement d'effets de rotation sectorielle et donc de timing. Est-ce qu'il va y avoir prise de profit et réinvestissement ou est-ce qu'il va y avoir collatéralisation achat pour continuer de pousser l'indice? Je ne sais pas et très sincèrement, je ne prends pas le risque. C'est la raison pour laquelle je short le S&P tout en restant à l'achat de valeurs un petit peu plus faiblement pondérées. Voilà. L'arbitrage dont je vous parlais un peu plus tôt, c'est-à-dire un arbitrage Chine-États-Unis, puisque c'est assez amusant d'ailleurs de voir qu'il y a une corrélation inverse temporaire entre ces indices, qui est très rigolo, alors sur des grosses UT, hein. Mais donc ça m'amuse, puisqu'effectivement, bon, ce sera sans vous noter la guerre économique qui existe entre les États-Unis et la Chine, et qui pour ma part n'est pas du tout amenée à s'interrompre dans les années à venir, et du coup ce qui est assez rigolo, donc comme vous voyez, c'est que, bon évidemment tout le monde a consolidé, hein, mais sur des tendances de bien plus long terme, c'est-à-dire là depuis les années 2000, post-2000, on est toujours dans les mêmes zones de valorisation pour le Hang Seng, d'accord? Alors évidemment c'est dans la devise locale qu'il dévalue à mort, hein, donc c'est sûr, on fait gaffe quand même. Mais bon, par rapport à ce truc-là, c'est juste de dire, donc on est dans un énorme range, d'accord? On a touché le bas de ce range alors même que, en même temps, d'accord, notre ami le S&P 500 faisait ses bottoms sur le mois d'octobre. Le rebond ici est magistral, d'accord? Alors même que là, depuis les dernières semaines, comme vous le voyez, vous avez cette fameuse corrélation inverse. Le repli significatif en Chine et, à côté de ça, l'explosion aux États-Unis. Ce qui m'invite à penser qu'il y a une probabilité non raisonnable qu'encore une fois, ces décorrélations sont temporaires, c'est-à-dire elles sont liées à des effets d'arbitrage de gens qui disent bah, on va plutôt soutenir ça plus que ça, mais encore une fois, c'est de l'argent qui tourne, c'est pas de l'argent qui est alloué forever. C'est vrai que la tendance pour moi de ces dernières années, c'était de dire ah là là, la Chine, c'est pas bien, il faut surtout pas investir là-bas. Moi, j'ai souvent tendance à dire quand les gens blablatent et racontent n'importe quoi, c'est souvent le meilleur moment de se mettre en face. Donc, évidemment, pour ma part, ça a été recharger la Chine pendant toutes ces années de merde. Donc toutes ces années-là, hein, bad range, etc., pour moi c'est charger la Chine. Je charge aussi les États-Unis, hein, que ce ne dise pas l'inverse, mais pour ma part, je pense qu'il y avait de très beaux achats à jouer sur la Chine sur ces derniers trimestres. Là encore, hein, les mêmes horizons 2024-5, mais je pense par contre que le gain relatif en Chine pourrait être bien supérieur à ce qu'on pourrait voir arriver sur le S&P 500. Hein. Donc on voit, on a des signaux plutôt neutres sur le S&P, alors que là j'ai des signaux haussiers sur les canaux de tendance, après des arrachages dans les bas de range. Pour ma part, encore une fois, je pense qu'on n'aura aucun mal à venir chercher au moins les hauts de dump zone. On trade à 18 000 sur le Hang Seng, je pense qu'il n'y aura aucun mal à trader du 24 000 sur la saison à venir. C'est mon avis, je peux me planter, mais en attendant, pour ma part, je pense qu'on viendra trader dans ces contextes résistants et qu'on n'aura aucun mal à les renverser, quand évidemment, comme toujours, ceux qui blablatent sur les réseaux auront tort. Voilà. Allez, les taux à 10 ans, donc très important sur la partie obligataire. Pour ma part, cette année, pas très intéressante. On arrive dans la phase finale des hausses de taux, c'est-à-dire le moment où, comme on l'avait dit, et là encore, je me suis malheureusement trompé d'un an, donc c'est le même scénario que celui d'avant, c'est le moment où on va voir la distance entre les Federal Funds Rate, les Fed Funds Rate,
donc le taux effectif overnight des dépôts, enfin pas le dépôt overnight, mais bref, voilà, la mécanique des taux interbancaires de court terme devrait normalement se réguler par rapport au taux à 10 ans. Le cas inverse est dramatique, ce serait évidemment une redisparité dans l'autre sens. Là, ce serait très 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 mauvais signe. Le pire du pire du pire de tout pour ma part, ce serait une repentification de la courbe de taux, ce qui me semblerait très peu probable. Normalement, donc, je dis, le narratif pour certains, c'est la Fed va continuer d'en mettre plein la gueule. Pour ma part, je préfère dire attention, oui, j'ai des signaux exit qui m'invitent à penser que ça va prendre beaucoup plus de temps que les gens se imaginent. D'accord ? Certains sont même du camp de dire on va avoir des baisses de taux pour avoir la reconvergence entre les deux. Je vous dis, le pire qu'il ne faut surtout pas avoir, c'est le croisement à la baisse du Fed Funds Rate par rapport au taux à 10 ans. Si ça se produit, c'est la merde. Voilà, graphiquement, pour vous le faire simple. Alors, je simplifie énormément, mais voilà. Donc, en soi, on veut tout sauf des baisses de taux de la Fed. D'accord ? La Fed, de toute façon, a bien fait comprendre qu'elle ne ferait absolument pas ça. Donc, je ne comprends toujours pas pourquoi certains continuent de s'entêter, mais à mon avis, on ne verra pas de baisse de taux cette année. Par contre, j'aimerais voir la distance entre ces taux se réduire. Par contre, ce que me disent les signaux techniques, exit et machin, c'est que, quand même, il n'y a pas tant de demandes que ça pour l'obligataire américain. Ça me pose tout de suite la question du dollar. Et ça, il n'y a pas de grande surprise. Plus ça avance, moins les investisseurs étrangers sont attirés par ce fameux dollar. Alors là, évidemment, il y a des aspects géopolitiques et il y a des opposants ici qui diront « oui, mais de toute façon, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas d'alternative pour l'instant. » Et ils n'ont pas tort. C'est-à-dire, attention encore une fois à ces narratifs opposants de dédollarisation, tout va s'effondrer, le dollar devise de réserve mondiale est mort. Non, c'est un processus très lent, et on l'a vu par rapport au cycle de Monsieur Ray Dalio, qui suit d'ailleurs, le marché suit d'ailleurs à la lettre, pardon, ce n'est pas celui-ci que je voulais vous mettre. Où il est mon petit schéma de Dalio ? Là. D'accord, donc attention par rapport au cycle de dominance d'un pays. Hein, donc on est aujourd'hui clairement ici, hein, c'est-à-dire les États-Unis sont en train d'imprimer leur sortie des crises, sans suivre des révolutions et des guerres. Pour ma part, c'est plus l'aspect révolution qui touchera les États-Unis que l'aspect wars. En témoigne la ferveur politique des dernières années et je pense qu'on ne va pas être déçu en 2024. Voilà. S'en suivent derrière des restructurations politiques et de restructuration de la dette. Donc là, encore une fois, ceux qui pensent que la Chine va foutre les États-Unis à genoux, qui vont tous mourir et finir dans la rue comme en 1929, maybe not. En tout cas, il y a d'autres options, donc attention avec les phrases toutes faites. Moi, je dis juste, effectivement, le dollar est en déclin dans sa demande internationale, donc son aspect demande qui venait de son statut de devise réserve est clairement non seulement en train de se détériorer, pour ne pas dire, il y a plus grand monde qui en veut de la dette américaine pour l'instant, mais ça va revenir, et c'est ça qui se traduit pour ma part sur le taux à 10 ans. Par contre, ce que me disent ces signaux techniques, c'est que ce narratif va probablement s'arrêter. C'est-à-dire que je vois difficilement le taux à 10 ans aller à 4, 8, 5, etc. Preuve qu'encore une fois, certaines personnes seront prêtes à se positionner sur cette dette à des taux peut-être inférieurs à ce que graphiquement certains pensent pouvoir obtenir. Ce qui m'invite à dire, d'où elle pourrait venir cette thune, et je pense qu'elle viendra des fameux reverse repo. Ce qui nous amène sur la liquidité alléable au marché, et je vous rappelle que ça aussi on en a parlé depuis plusieurs semaines, de dire attention les cocos, on arrive très vite sur une moyenne ascendante, dans une tendance de fond haussière qui n'a pas du tout la structure d'une tendance, hein, je préfère vous le dire. Mais encore une fois, quand vous avez des creux sommets ascendants, si vous arrivez à appeler ça une tendance baissière, vous êtes dans la merde. Donc on va faire simple, ok, moyenne ascendante égale, c'est pas vraiment une zone sur laquelle ça va vendre. Ça veut plus de dire, attention à pas sombrer dans le narratif non plus de ceux qui vous disent print to infinity, on va repartir comme un 40, de toute façon on va se manger une crise, c'est inévitable, et de toute façon les mecs ils vont print go blue. Bon, ça paraît très peu probable. Par contre, ce qui est assez probable, en revanche, c'est que les milliards de dollars qui ont été stockés dans ces fameux reverse repo, ils risquent effectivement peut-être de se positionner à moyen terme sur une dette américaine collatéralisée à 10 ans, mais par contre, à des taux peut-être de l'ordre de 4%. Il est possible que, face à ces... alors, je vais même aller plus loin. Je pense même que c'est d'un point de vue réglementaire que ça va être fait. C'est de dire, à mon avis, tout ce qui est 401k, c'est-à-dire l'épargne
retraite américaine risque d'être forcée un petit peu, entre guillemets, de participer à l'effort national, puisque plus grand monde ne veut de la dette américaine, il est fort à penser que ce soit le contribuable américain qui soit un peu forcé directement ou indirectement de le faire. C'est mon avis. Donc je dis attention à ces narratifs. Je pense qu'il y a une part de cet équilibrium qui n'est pas pris en compte aujourd'hui, qui est l'intervention fiscale des États-Unis dans les prochaines années, qui pourrait donc contribuer au refinancement, hein, comme on a dit, refinancement des dettes, etc. C'est ce qui devrait faire partie des thématiques longues, hein, là on parle des thématiques 2030, etc. Mais je pense qu'une très large partie de ce qui attend les États-Unis entre maintenant et 2030, hein, puisque pour moi 2030 c'est le vrai moment où les États-Unis vont perdre la dominance mondiale au profit de la Chine, à ce moment-là, donc, entre maintenant et 2030, interviennent les différents processus qu'on a vus dans le cycle de Ray Dalio. C'est donc de dire, à ce niveau-là, pour ma part, le plus probable maintenant, ce sont effectivement des restructurations de la dette qui vont commencer à arriver en même temps que des révolutions politiques. Par révolution, j'entends changement politique, séparation des classes politiques en deux, c'est exactement ce qu'on voit. Hein. Je vous rappelle qu'on a une Amérique qui est coupée en deux. Hein. Et cette Amérique, elle se parle de moins en moins. Donc attention, pour ma part, c'est très favorable, effectivement. La distribution des richesses aux États-Unis est complètement horrible. Bref, très favorable, comme je vous dis, à des schémas beaucoup plus révolutionnaires que guerriers. Donc, pareil, là encore, attention, j'envoie un petit message caché à tous ceux qui pensent que de toute façon, on va s'en mettre plein la gueule parce que c'est inévitable. Encore une fois, ces cycles-là montrent bien qu'il y a plusieurs façons de faire. Ceux qui s'enferment dans une vision sont très dangereux. Mais il y a bien une chose sur laquelle je suis d'accord avec eux, c'est que printers should go brr again, but not to infinity. Je pense que là, clairement, le minimum, c'est au moins de revenir chercher des zones de troisième borne sur des UT plutôt mensuelles. Voilà, donc on a retourné les contextes, vous avez compris ce que ça veut dire, contexte largement ascendant, égal, que ce soit une tendance ou un marché excessif, ici, il y a quand même peu de probabilité, encore une fois, qu'on détruise la monnaie. C'est ça que je voulais vous faire comprendre. C'est possible, encore une fois, ces schémas peuvent tout à fait passer de haussier à baissier. Donc loin de moi l'idée de dire que la déflation aux États-Unis est impossible. Je dis juste que pour l'instant, ça me paraît peu probable. En tout cas, je parierais beaucoup plus sur un retour en troisième borne, et c'est là que se jouera l'intérêt spéculatif pour ma part. Donc, par rapport aux chiffres que j'ai en face de moi, cette troisième borne pourrait se situer vers 21,8. On est à 18,8. Vous avez compris, à peu près 3 trillions de dollars pourraient retrouver le chemin des marchés sous une forme ou sous une autre. Et tiens donc, comme par hasard, c'est à peu près ce qu'on avait dans les reverse repo. Voilà. Pour vous la faire simple. Les junk bonds, malgré ce que beaucoup en disent, les signaux sont tout sauf mauvais. Les signaux sont même plutôt similaires à des bottoms. On a des confirmations sur des targets de break. Oui, on n'est pas dans la zone où clairement c'est la joie, hein, puisqu'on est dans le bas du range, donc comme toujours dans les bas de range, vous avez tous les bears qui vous vendent la fin du monde, mais c'est jamais là qu'il faut le tenter. C'est plus de dire, encore une fois, pour ma part, si c'est vraiment la fin du monde, c'est pas maintenant qu'il faut prendre le pari, c'était avant. Là, c'est juste de dire, on est dans la zone où concrètement, soit vous sombrez dans le narratif, soit vous vous y opposez. Donc c'est plus... soit vous ignorez le narratif, soit vous vous y opposez. Moi, je fais plutôt partie de ceux qui s'y opposent. Je ne prévois pas les effondrements de la dette et la déflation. Si je me trompe, évidemment, ce sera invalidation. Je pars plutôt, comme je vous dis, sur des restructurations politiques de la dette, voire effectivement, donc je vous dis, probablement dû à des situations politiques compliquées à gérer aux États-Unis. Et je suis clairement pas bon en politique, je préfère être franc avec vous. Donc c'est un domaine dans lequel je resterai très superficiel pour éviter de passer pour un gugus dans un domaine que je maîtrise peu. Mais je pense que la complexité politique ne va que s'accentuer, ce qui ne simplifiera pas les relations économiques avec la Chine, en parenthèse. Allez, le dernier truc sur la partie macro, et après on en aura fini, c'est donc le courbe de taux et sa pantification, qu'on regarde à long terme sur 2 time frames, celui-là qu'on regarde assez souvent, et celui-ci que je regarde beaucoup moins souvent. Donc c'est tout simplement ici des mesures de pantification de la courbe de taux, entre 2-10 ans par rapport à un 30 ans, d'accord, que je corrige avec plus 0,18 pour que le 0 soit bien à 0. Et donc c'est de dire, ici, quand on est en chiffre positif, c'est qu'on est en territoire restrictif. Ça veut dire que on sort d'une zone d'assouplissement monétaire, on est en phase de resserrement monétaire, avant généralement, comme je dis, une contraction économique et donc généralement un assouplissement, hein, c'est un cycle, d'accord, on passe de resserrement à assouplissement, c'est le pilotage de la politique monétaire tout simplement, mais ça c'est son application sur la partie longue des taux, ok. Donc ça encore une fois, c'est pas la Fed qui décide ça, c'est le marché obligataire. Là la Fed elle a pratiquement aucun ou très peu d'impact sur ces courbes de taux là, donc c'est de dire encore une fois,
après le Covid, ça a pris du temps, mais ces traders obligataires, aujourd'hui, font tout pour resserrer les conditions. Ce que je l'ai dit, c'est la dédollarisation, pour moi, visible devant mes yeux. Ça veut dire que je doute clairement que la dédollarisation, elle soit terminée. Je pense au contraire qu'elle va se poursuivre parce que je n'ai aucun signal qui le contre-indique. On est même dans le surachat du nique sa mère, c'est-à-dire qu'on est au-dessus du surachat, on est dans l'overload, m'indiquant que les divergences sont plus que nécessaires ici. Autrement dit, si jamais on arrive à faire un plus bas, de toute façon, on fera un plus haut derrière, je pense. Voilà. Donc je pense qu'on n'en a clairement pas fini avec la dédollarisation, mais que ce narratif de les BRICS, machin, etc., le dollar perd toute sa valeur, ça paraît assez peu probable. On est déjà dans une situation extrême de tension sur la politique des taux, enfin pas vraiment les taux, mais là on va dire sur le positionnement du marché obligataire. Voilà. Sur des taux très très longs, encore une fois, je vous rappelle, là les cycles reviennent jusqu'à 1990, donc c'est vraiment faire très très attention. Je vois certains narratifs complètement hors sol en ce moment par rapport à ces trucs-là. Donc attention, la courbe de taux long terme, absolument pas maîtrisée par la Fed, d'accord, elle est dans des zones et elle présente des signaux techniques qui sont tout sauf favorables à des retournements violents, qui indiquent qu'on va y passer pas mal de temps ici, donc c'est pas fini, mais par contre une large partie du trajet a déjà clairement été faite. Donc attention à ne pas projeter les courbes actuelles de dédollarisation. D'un autre côté, d'accord, sur les plus courts termes, c'est-à-dire là c'est la courbe de taux qui est plus tôt maîtrisée par la Fed, donc 3 mois, 2 ans par rapport à du 10 ans, là effectivement on voit toute la politique monétaire et ces distorsions introduites évidemment par nos amis banquiers centraux, toujours pas élus par le peuple et toujours plus puissants que l'année précédente. Bref, donc ici on est allé au maximum comme on l'avait prévu. On avait dit ici, il y a toujours un cycle qui est lié justement à ce cycle de pilotage monétaire, qui est généralement, on va freiner l'économie, puis au final, elle encaisse, on y croit, puis au final, il y a un problème, mais on ne va pas réagir correctement, et derrière, on est obligé de passer du resserrement à l'assouplissement monétaire en réaction à des crises. C'est ce qu'on avait connu ici juste avant le Covid, cette même pattern qui à l'époque m'avait invité à dire « putain, on va s'en manger une et on va pas la voir venir ». Et j'étais à l'époque encore un des seuls bears et on m'a jeté en pâture au lion sur tous les réseaux. Et pourtant, j'avais raison. Donc c'est très rigolo quand même, encore une fois, de rappeler aux gens quand ils ont tort et d'ignorer quand ils ont raison. Ce qui m'arrive dans les deux cas, je vous le rappelle. Donc on fait gaffe. Ok. Par contre, donc, je suis des modèles qui ne sont que des modèles qui m'invitent à penser que dans ce cycle-là que nous connaissons, on est allé très très vite, du bas en haut. Donc attention à ne pas projeter nécessairement la rapidité des interventions qu'on a connues. Je sais que l'intervention monétaire de la Fed, elle est historique dans sa violence et dans sa virulence. Ça ne veut pas dire que le cycle d'effondrement qui pourrait suivre, en tout cas on va dire le ralentissement économique puis la mauvaise allocation, va se produire dans l'année qui vient, mais restons ouverts à cette possibilité-là. On voit que historiquement parlant, après, l'erreur de politique monétaire, elle est généralement pas loin derrière, et l'intervention en assouplissement intervient généralement pas bien longtemps après. Souvent en réaction du coup à une crise d'origine généralement systémique. Là, on a la crise financière de l'effondrement de la bulle des années 2000 et la crise financière de l'effondrement du crédit aux États-Unis, du crédit hypothécaire, enfin bref, ça vous connaissez les subprimes. Ok. Donc là, on a eu la réponse Covid. Attention, ici, clairement, vous aurez, je pense, la réciproque, la fameuse crise post-Covid. C'est-à-dire, je pense toujours qu'une crise d'ordre monétaire pend aux États-Unis parce qu'ils ont fait n'importe quoi avec leur thune et que, évidemment, ça paraît inévitable de ne pas avoir une crise financière à la réciproque de tout ça. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que la crise financière, c'est effondrement des marchés, etc. La restructuration d'une dette, ça peut tout à fait maintenir les valorisations boursières. Faites attention. Voilà. Donc on fait très 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 attention. Par contre, ce que ça va faire, la restructuration de la dette, c'est nous bouger les marchés de taux. Voilà pourquoi je pars directement sur mon ami l'euro-dollar. Donc, l'euro-dollar, ici, très dangereux parce que, donc, je vais être très franc, il n'y a aucune certitude pour ma part ici. Je pense encore une fois que cette absence de certitude et la grande probabilité de deux options qui sont radicalement opposées m'invite à penser qu'on va aller se poser le cul au milieu. Parce que c'est généralement ce que fait le marché. Donc, il s'agit de dire, pour moi, un euro-dollar qui casserait sous la parité, d'accord, ce serait donc là plutôt le signe, on va dire, de guerre. C'est plus dans ce cas-là, effectivement, l'Europe ayant un arsenal guerrier pas franchement au top face à ces deux grands géants rivaux, la Chine et les États-Unis. Si on rentrait dans un conflit armé, c'est clair que ça ne va pas être génial ou génial, à mon avis, pour la devise européenne, qui va probablement devoir se militariser dans un environnement
difficulté d'accès aux matières premières, etc., égale ça va coûter une burne, il va falloir imprimer à plus en pouvoir. C'est possible, encore une fois, je sais que certains arguments plaident dans l'inévitabilité de ce truc-là. Moi, je dis c'est possible, mais c'est tout aussi possible de l'autre côté, qu'on ait donc, je dis, des restructurations de la dette américaine, auquel cas, c'est le dollar qui va s'en prendre une, mais magistrale. Donc, pour ma part, à 1,45 ici, donc les bonnes de Bollinger de long terme dans l'opposé, c'est la restructuration de la dette américaine qui se passe mal, d'accord? C'est-à-dire, concrètement, c'est la merde. On est obligé d'intervenir pour que les gens achètent de la dette, qu'ils le sachent ou pas, mais il faut trouver des acheteurs, qu'ils soient forcés ou non. Concrètement, il n'y a plus aucune demande sur la dette, on n'a que des vendeurs, égale dévalorisation monétaire obligatoire pour arriver à se faire. Bon, autrement dit, ça veut dire très forte inflation aux États-Unis, chute de la valeur de la devise par rapport aux autres devises, et probablement beaucoup de conflits internes d'ordre politique. Bon. Maintenant, il y a aussi l'entre-deux, c'est de dire, bon, peut-être que les deux scénarios ils sont viables si on allait déjà à peu près à l'historique, comme vous voyez, c'est quand même une zone vraiment très pivot sur l'euro-dollar, la zone des 1,20-1,25, si on va là et qu'on y reste, eh ben, en soi, on peut laisser parler les cons pendant longtemps, et on évite l'extrême dans les deux sens. Donc j'ai plutôt tendance à dire, je verrai bien, dans les prochaines années, là je ne parle pas forcément de cette saison 2023-4, mais on va dire un atterrissage à terme de l'eurodoll vers la zone des 1,20. Le pivot entre donc j'atterris là ou je vais là, puisque donc comme on est dans la partie basse du range, comme d'habitude le sentiment est baissier, donc vous aurez plus de gens qui vont vous dire ah ben non mais c'est forcément le conflit armé, donc le repli sur la valeur refuge du dollar parce que l'euro va se dévaluer, blablabla. Bon, ils ont peut-être raison, mais s'ils ont tort évidemment, on ira là dans un premier temps et ils continueront de blablater le même truc, hein, d'accord? Il faut bien être d'accord. C'est juste de dire quand on sera là, on aura autant de chances de faire l'un comme l'autre et à mon avis, c'est là qu'on devrait être. Raison pour laquelle je pense qu'on va tendre vers cette zone-là, et probablement tout aussi connement qu'on s'est amusé à passer sous la parité sur les années précédentes. C'est-à-dire, je pense qu'on va continuer d'y aller gentiment en ligne droite, avec un beau V-bottom, et comme vous le voyez, c'est clairement tout, sauf quelque chose d'anormal pour notre pote l'euro-dollar, qui nous a déjà fait ces jolies vagues des dizaines et des dizaines de fois. Donc voilà, l'USD-Yen. Alors là, je vous invite à être très très prudent, parce que s'il y a bien quelqu'un qui était le plus gros acheteur de la dette américaine jusque-là, c'était bien nos amis les Japonais, sauf qu'aujourd'hui, le Yield Curve Control au Japon, ça marche plus trop, égal, c'est la merde, et si les États-Unis commencent à mettre la pression sur le Japon pour leur dire « hop, hop, vous allez me l'acheter, cette dette, à grands coups de dents si vous refusez », ça risque de poser problème, parce que le Japon a quand même pas mal d'emmerdes à gérer aussi sur son territoire, ce qui m'invite à dire que copain-copain entre le Japon et les États-Unis, c'est plus vraiment d'actu. Donc on fait gaffe, on est sur les bornes de Bollinger hautes, ce qui veut dire qu'ici il peut se passer que deux choses, soit on continue de grinder relativement lentement, soit violemment on se pète la gueule. Ce qui m'invite à dire, c'est plutôt l'USD-Yen qui va déclencher l'avenir du dollar. Par contre, je vous le dis, historiquement parlant, la dernière fois qu'on s'est retourné ici, ça s'est fait en un mois. Donc très 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 dangereux. Ok ? Parce que concrètement, si vous avez raison, ça va tout délivrer en un mois, mais vous aurez probablement impossibilité de construire des positions, etc. Ça va se produire de façon catalysée, déclenchée par des facteurs extérieurs. Et d'un autre côté, si vous vous y opposez et que ça passe pas, eh bien on va continuer de grinder très lentement, c'est-à-dire que vous allez vous faire gentiment manger par le carry trade, parce que encore une fois, le déploiement des taux d'intérêt aux États-Unis fait qu'aujourd'hui on a un très gros, on a un différentiel de taux important entre l'USD et le yen en termes de financement. Donc attention encore une fois au carry trade qui peut vous dégommer vos races dans ce type de trade là. Voilà. Donc c'est plus de dire attention à l'USD yen pour plusieurs raisons. Si vous êtes débutant ou que vous ne savez même pas de quoi je viens de parler, franchement, restez à l'écart. La UDNZD, alors lui par contre, oh là là, lui par contre, parce qu'il nous fait chier depuis des années, alors lui ça fait même pratiquement 10 ans que je sais, de mémoire c'est même un trade que j'ai retraîné pratiquement toute ma carrière, c'est assez impressionnant. Bref, donc cet ami-là qui nous a enfin cassé des résistances assez proprement, qui me donne enfin des signaux potentiels de la rupture hebdomadaire que j'aimerais voir. Attention, hein, ici j'aurais jamais plus qu'un ratio 1 pour 1, c'est-à-dire j'aimerais bien voir enfin ce contexte résistant remis en question, c'est-à-dire que si je pouvais avoir les 1,22, 1,23, c'est-à-dire, attention, target de break comme ça en range, ça veut dire que le maximum que vous pouvez tirer, c'est des ratios 1 pour 1. Donc je me dis, le maxi que je peux tirer, mais c'est ce que j'attends depuis 10 ans sur ce bordel, c'est d'aller tirer la zone au-dessus des 1,20, et ça pourrait tout à fait justement se produire
par des tensions militaires dans la zone géographique. Voilà, bon, je dis ça comme ça, par exemple. Mais à noter, putain, merde, à noter, pardon, dans ce truc-là. Donc, j'ai pas dit non plus que ça allait être bisounours dans la géopolitique mondiale, mais par contre, je pense qu'effectivement, dans la zone territoriale là-bas de l'Indonésie, on va dire, je pense qu'il risque de se passer des trucs. Voilà, peut-être. Je dis ça. Et ça pourrait toucher et catalyser mon pote AUDNZD. Dans tous les cas, la situation technique ici est enfin favorable. C'est-à-dire qu'on a fait des plus bas ici sur le momentum alors que les creux sont ascendants. C'est-à-dire qu'à mon avis, ici, il y a tout ce qu'il faut pour aller racler quelques stops. Mais par contre, si ça se produit, ça risque de se produire vite, catalysé, et il ne faudra pas être trop gourmand. C'est-à-dire qu'à 1,22, alors que tout le monde sera bullish sur la UDNZD, pour ma part, ce sera ciao, bye bye, merci pour ces 10 années de patience. Et voilà, pour faire simple. Voilà pour la partie Forex. Sur la partie USD WTI, très très intéressant, donc lui il fait partie des actifs qui ont cassé les ranges dans la partie estivale, comme on l'avait dit, faire attention à ces parties estivales. Ce haut de range là, la zone des 82, s'est fait manger tout doucement, sans crier gare, personne n'y a rien vu que du feu, assez rigolo pour ma part, donc ça fait partie de ces trucs là où j'avais dit attention, hein, voilà, si le WTI franchit la zone des 80$ cet été, ça peut être le signe d'une tendance qui va se poursuivre, raison pour laquelle je reste tout à fait à l'achat de cet actif, qui fait partie de mon cycle d'investissement 2024 basé sur les commodities. Donc évidemment que je ne suis pas en train de take profit le WTI to the moon bro, enfin de m'extraire de ce trade parce que ça monte trop vite, etc. Non, non, au contraire, hein, moi je reste très 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 exposé au WTI dans la part relative que j'y octroie dans le portefeuille. Évidemment, ça ne veut pas dire j'ai 30% de mon portefeuille en pétrole. Ça veut juste dire, voilà, j'en ai plus qu'un trade normal et je reste surexposé pour l'instant. J'ai déjà commencé à faire des take profits quand même, parce qu'on nage pas le cul à l'air, mais juste de dire, voilà, ces take profits, je les ai mis, et évidemment, si ça baisse, je réinvestirai sans la moindre hésitation, et si ça monte, eh bien sûr que je garde ce que j'ai encore. Sur le silver, et même stratégie sur le gold, c'est à peu près toujours la même danse, c'est-à-dire tout est fait ici pour manipuler le cours des métaux. Ce qui m'inquiète, c'est évidemment le cours du silver, bien plus par son utilisation dans les véhicules électriques et dans toutes les technologies renouvelables, qu'on nous vend à grands coups de promo en Europe particulièrement, mais pas que. Et à côté de ça, vous avez les grandes banques américaines qui shortent comme jaja sur les produits dérivés. Bref, ça me fait bien rire, donc c'est juste de dire, attention, d'un côté, j'ai une demande organique, attention, il ne faut pas aussi oublier que les capacités de production de silver sont quand même aussi là, mais ça me fait donc très très attention de dire, je pense que dans un cycle de Como, shorter les métaux précieux, c'est pas très très malin. Voilà, donc je dis juste faire attention. Maintenant, les grandes banques américaines, pour ne pas la citer, JP Morgan, est réputée pour ce trade à la baisse sur les métaux précieux, particulièrement sur l'argent depuis pas mal d'années d'ailleurs. Donc faire très très attention. Moi je pars du principe qu'un jour ils ne sont pas débiles et qu'ils vont comprendre qu'il faut arrêter ce trade et qu'évidemment le jour où ils vont déboucler ces expositions magistrales, ça va faire mal. Donc on fait attention, je dis juste le jour où la bride va être lâchée sur le silver, ça risque de couiner. C'est un risque que je prends parce qu'évidemment je trade contre une grosse banque américaine. Hein. C'est juste de dire, eux ils gagneront évidemment sur la valeur temps s'ils arrivent à jouer la montre. Donc c'est tout, pour ma part c'est plus une histoire de timing, c'est de dire si ça démarre, ça va être rocambolesque. Je m'y attends à ce que ce soit similaire au premier flux, c'est-à-dire concrètement, on peut vous faire la plus grande partie du rendement en 2 semaines. D'un autre côté, comme je vous dis, à part l'illiquidité de la zone en question et beaucoup donc de volatilité, je ne vois pas beaucoup de réussite sur les trades vendeurs. C'est de dire, là on leur met quand même des creux ascendants sur des UT larges et on continue de construire. Donc j'ai l'impression qu'ils ont de plus en plus d'opposants, voire à mon avis c'est surtout que ça joue la montre, mais ça va forcément devoir lâcher la bride à un moment donné. C'est ce que je trade perso sur le silver. Sur la partie gold, c'est un peu la même chose parce que ce trade, il est connu. Par contre, c'est de dire, là, je pense que la sortie de ce range qu'on a ici risque de se faire par le haut, puisque nous sommes, à mon avis, dans la zone historique de notre ami le gold, qui risque de l'amener en ATH sur 2024. Là, ça ne dépend pas de mes propres visions personnelles. Encore, je suis le CM qui, sur le cycle d'appréciation du gold, qui n'est pas exactement le même, laissez-moi vous le trouver. Alors ça, c'est le Real Estate Cycle, et je ne sais plus où est le Gold Cycle de mon ami truc bidule. Attendez, celui-là, non, ça c'est Real Estate. Donc je ne sais plus, mais bon, je dois l'avoir, je ne sais pas où il est parti. Mais bon, voilà, donc il y a un cycle pareil sur le gold, qui est légèrement décalé,
Mais là, les deux sont calés, c'est-à-dire que normalement, le cycle de hausse du gold devrait se terminer en même temps que le cycle économique de 2024, donc vers Q1, Q2 2024, donc pile poil dans la saison à venir, normalement, vers le fameux Sell in May Go Away, je devrais voir le sommet majeur de ce cycle sur l'or et donc probablement le silver as well. Vous voyez, donc c'est ce fameux cycle 2020, hein, effectivement, donc 2020, très haussier, jusqu'à 2024, on devrait trouver un sommet local avec une petite contraction probablement à venir pendant 2024-28, avant le cycle majeur d'appréciation qui se termine en 2032. Donc normalement, le pic, c'est 2032, avant une forte consolidation et un sommet majeur du cycle de l'or en 2062, je crois. Là où pour ma part j'envisage également qu'on ait à ce stade-là plus vraiment une demande sur l'or refuge, mais plutôt justement qu'on soit passé au Bitcoin. Mais ça, c'est une autre théorie, et on parle de 2060, donc franchement les gars, d'ici là, c'est le trade de votre vie, mais c'est pas celui que vous regardez tous les matins. Voilà. Pour faire simple, Platinum, pour moi, je le trade exactement de la même façon pour des raisons sectorielles et des raisons de diversification, tout simplement. Voilà, pour les métaux, tout simplement, ce truc-là, le ratio silver-gold dans son objectif, pour ma part, c'est comme toujours relativement simple, c'est-à-dire on est dans un gros range, assez facilement visible, ok, et je pense qu'on a pas mal de chance d'ici à 2030. Alors attention, c'est pas une garantie là tout de suite, effectivement on a pris pas mal de contretemps, mais vous voyez que ça peut passer très vite si on a une repondération du silver, étant donné les attentes précédentes, d'accord. Soit on rejette dans cette zone-là, 1,80, ça passe pas, hein, bon voilà, mais je dis ça me paraît quand même compliqué parce que là on a un peu besoin du silver quand même dans les composants électroniques. C'est juste de dire l'or a une utilité. Alors bon, là je rentre dans un autre domaine de la chimie, etc. Mais bon, bref, un domaine que je connais quand même pas trop mal là encore, enfin, suffisamment pour en parler, pour dire attention, les propriétés chimiques de l'argent sont très intéressantes dans les révolutions technologiques qui nous restent à venir encore jusqu'à 2030. Voilà, je dis juste ça. Hein. L'argent a des propriétés physico-chimiques extrêmement intéressantes dans les technologies à venir, et pour ma part, plus que l'or. Voilà. L'or a aussi d'autres propriétés très intéressantes, mais le silver, lui, mis à part se faire shorter par JP Morgan, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand-chose d'autre qui se passe. Voilà. Donc attention, mais donc probablement peut-être des demandes industrielles. Si tel est le cas, normalement, on doit cette fois rentrer dans la dump zone, ce qui est le signe, donc, hein, tout simplement, que le niveau relatif hors silver est pas aussi baissier que le graphique nous dirait. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai un rejet de 1. Et si ici on avait vraiment installé une valeur baissière, j'aurais été plutôt pessimiste. Donc c'est aussi de dire, c'est la possibilité. Si là on va s'enterrer ici, c'est concrètement, bon mais l'argent ça sert pas à grand chose, ou en tout cas l'or, c'est vraiment le truc. Ce pourquoi j'ai plutôt pas mal d'arguments opposants. Les raisons que je viens de vous dire, c'est la propriété physico-chimique du silver très intéressante dans la révolution technologique à venir, dans les cas d'utilité technologique à venir, et en plus de ça, donc sa sous-pondération, hein, on est vraiment sous les zones de valeur par rapport à l'or, bien le signe pour moi de sa manipulation de cours bien connue, hein, je veux dire, pire, hein, c'est probablement la seule traite de manipulation qui est connue, avérée, et qui est continue, au vu de tous. Voilà. C'est fini pour la partie métaux précieux, je regarde à combien on en est, 47 minutes, bordel, c'est long. Allez, crypto, et on finit sur cette émission, laissez-moi une minute pour aller boire un coup. Ok, alors ici pareil, pas mal de narratifs, et loin de moi l'idée ici de sombrer dans des choses beaucoup trop subjectives, en partant du principe, donc toujours pareil, qu'ici vous avez un choix à faire, et je vais essayer d'argumenter de façon logique, non pas pour démonter les arguments de la personne précédemment citée, donc Benjamin Cowen, parce que non seulement cette personne est loin d'être imbécile, et que ce serait stupide de le réduire à ça, mais que malheureusement en termes enfin, là où pour ma part il n'est pas bon, c'est en gestion du risque, parce que là c'est quand même mon métier, et malheureusement pour ma part il fait partie de ces traits d'analystes qui sont pas nouveaux, hein, en 10 ans de carrière j'en ai vu pas mal aussi, c'est-à-dire ces gens qui sont très bons analystes financiers et qui franchissent la limite de se faire passer pour des traders, alors qu'ils sont des piètres personnes en termes de gestion du risque. Donc c'est plus de dire attention, à ce moment-là, je serais très en même de saluer les qualités de M. Cowen, par contre ses qualités en termes de gestionnaire du risque, désolé, là par contre c'est mon métier et je peux juger assez facilement de sa piètre compétence. Donc c'est plus dans ce sens-là où je dirais donc de faire attention
attention à ces personnalités publiquement réputées, très compétentes dans le domaine de l'analyse, mais qui malheureusement souvent oublient les aspects de gestion du risque. Raison pour laquelle certains de ces positionnements spéculatifs, un peu boule de cristal, me font peur, et je vais argumenter pour cela. D'accord ? Donc je vous dis, je critique jamais ouvertement une personne pour le plaisir de critiquer, sauf si elle parle d'un domaine dans lequel je suis compétent et qu'elle raconte n'importe quoi. Donc on fait attention, pour ma part, que ce soit M. Benjamin Cowen ou n'importe qui d'autre, plus ou moins compétent, par rapport à la gestion du risque, on va tous arriver au même point de conclusion. Là où on diffère, c'est sur le comment. D'accord ? C'est-à-dire la méthode d'obtention. Je vous l'ai tracé ici de manière assez graphique. Voilà ce que moi j'entrevois. C'est-à-dire, on va simplement, après des liquidations, on aura peut-être traîné un petit peu avec le retard réglementaire, mais on va vous enfiler tout le bordel en ligne droite. Et pour ma part, le cycle technique, c'est à peu près mi-2024, ce qui m'invite à penser qu'on va évidemment repartir en ATH et en grosse extrapolation spéculative une nouvelle fois. Jusqu'où ça va monter, j'en sais rien, parce que c'est toujours les mêmes délires de gens et de paraboles et d'extensions logarithmiques. Mais cette fois, il y a beaucoup d'acteurs institutionnels qui détiennent le supply, donc est-ce qu'ils vont arbitrer ou pas? Bref, il y a beaucoup de choses qui se mélangent ici. Donc, je vais aller à l'essentiel. Il y a bien une chose sur laquelle je suis par contre assez d'accord, c'est que le halving ne va pas changer grand-chose pour Bitcoin. Bref, est-ce que Bitcoin doit attendre le halving pour aller en ATH? Pas vraiment. Ça me paraît toujours un peu tiré par les cheveux, ces patterns qui se sont produits 3 fois et qu'on définit comme quelque chose d'établi. Alors oui, évidemment, l'aspect supply de Bitcoin, c'est une des variables de la gestion du risque, tout comme l'est la demande. Donc pour ma part, attention, l'effet de réduction du supply de Bitcoin se réduit à chaque halving. Donc en soi, cette cyclicité du halving, elle est vouée à disparaître. C'est ça son avenir. La question, c'est est-ce que ça va marcher encore un coup? Et si oui, est-ce que ça va être vraiment suffisant pour être marquant? Ou est-ce que ça va juste être relativement secondaire et dans ce cas-là, les aspects demande supplantent? Pour ça, moi, j'utilise des modèles, d'accord? Donc toujours pareil, c'est pas moi qui choisis parce que sinon ce serait trop beau de créer ces modèles soi-même. C'est un peu ce que je reprocherais à M. Cowen d'ailleurs, de créer ses propres trucs où on peut voir un peu ce qu'on veut. Donc ici, c'est plus de dire, donc on fait attention, ok? Moi, pour ma part, voilà où on en est aujourd'hui sur la question de Bitcoin, c'est-à-dire, clairement aujourd'hui par rapport à la market share, ce qu'on appelle le TAM en anglais, donc Total Addressable Market Share, donc là on va dire la part de marché relativement estimée de cet actif. Donc là, comme on parle de Bitcoin, toujours pareil, avoir des modèles, même s'ils ne sont pas exactement parfaits, etc. Pour moi, Bitcoin est un stockage de valeur, tout comme l'était l'or. Ça évolue donc sur des cycles beaucoup plus longs. Je vous rappelle, le cycle dans lequel on a basé la valeur refuge sur l'or, c'est un cycle qui a mis des centaines d'années, de la ruée vers l'or jusqu'à la disparition avec Bretton Woods, etc. Enfin, la séparation avec Bretton Woods. Et ce très très long macro-cycle qui va bien au-delà de la vie d'un individu, juste pour vous rendre conscient du cycle. D'accord, c'est pour ma part donc de faire très attention. Ce sont des cycles de repli sur la valeur qui sont liés à des arbitrages de cycles économiques et de cycles de dette, d'accord. Mais l'adoption d'une devise comme ça de réserve, c'est même pas une devise de réserve, là c'est autre chose. C'est plus de dire, c'est l'adoption d'un stockage de valeur à échelle mondiale, et peut-être pour le Bitcoin interplanétaire, pour certains qui vont vraiment loin dans le turfu, mais comme on parle de cycles vraiment centenaires et plus, il est logique d'imaginer qu'effectivement, peut-être qu'on va sortir de l'or. Je veux dire, quel est l'intérêt d'utiliser l'or si on peut en trouver partout? C'était bien quand on était à l'échelle planétaire, d'une planète, parce qu'on pouvait estimer les gisements, etc. Et Dieu sait qu'on s'est bien planté d'ailleurs à ce niveau-là, sur les estimations, ce qui permettait, entre guillemets, de prévoir un supply assez facilement, en train de le projeter, et derrière, la variable demande ajuste le prix. Ok? C'est très similaire sur Bitcoin, sauf que là, on a la certitude du truc, et on peut très bien découvrir une comète demain avec des millions de tonnes d'or, ça n'arrivera pas sur Bitcoin. Donc je pense toujours que c'est une transition qui va se faire à l'échelle d'une vie, c'est-à-dire qu'encore une fois, si vous êtes là, Bitcoin, to the moon bro, quand j'aurai, et ça doit se faire dans les 10 prochaines années, je pense qu'il faut juste être réaliste. Voilà, c'est une transition qui s'est déjà amorcée il y a très longtemps avec la décorrélation de l'or des devises fiduciaires. Ça va se supprimer avec la réindexation des produits fiduciaires sur une indexation collatérale en Bitcoin, mais encore une fois, ça va prendre du temps. C'est-à-dire avant que les monnaies fiat et les monnaies numériques type Ethereum, etc., qui sont en compétition avec les monnaies fiat, d'accord, elles vont toutes s'indexer par rapport à Bitcoin. Voilà. C'est mon sentiment, c'est ce que je pense, mais encore une fois, ça va prendre bien plus que votre vie.
ou en tout cas ce cycle va durer bien au-delà de votre vie. Donc soyez raisonnable par rapport aux durées et aux stratégies d'investissement Bitcoin. Voilà. Ça me paraît toujours assez dramatique de séparer les deux. Ce cycle d'adoption de Bitcoin, d'accord, là, encore une fois, on parle de tout le monde utilise Bitcoin, c'est-à-dire les sceptiques sont arrivés et au final, bon, tout le monde utilise ce truc. Moi, j'estime que ça, donc comme je vous le dis, par rapport au cycle d'Armstrong sur l'or qu'on a vu tout à l'heure, le top du cycle, c'est 2060. Donc j'envisage que Bitcoin termine son adoption en 2060. Voilà, bon, c'est un peu mon truc. Maintenant, c'est avec une phase de Lagarde. Et il ne faut pas oublier que le marché trade le momentum. C'est-à-dire, il trade la dérivée première, c'est-à-dire, effectivement, il va trader la pente. C'est-à-dire que le marché, il va être très haussier, le marché du Bitcoin, jusqu'à ce qu'on soit à 50. Là, il le sera probablement aussi, puisqu'on ne peut pas créer du supply, mais il y aura moins cet attrait spéculatif, parce qu'on aura affaire à des psychologies conservatives et carrément sceptiques. Donc, il s'agit juste de dire, il y aura des attraits spéculatifs avec de forces hautes de prix tant qu'on ne sera pas à 50. Maintenant, si vous remettez l'histoire du Bitcoin, d'accord, donc vous dites ici, ça fait 2060, d'accord, ça, c'est l'introduction du Bitcoin, ok, tout va bien. Donc ici, vous voyez que ça colle à peu près, en plus, en termes on est à peu près là aujourd'hui sur Bitcoin, l'arrivée des pragmatistes. Effectivement, on commence à se résoudre et à dire, ouais, bon, c'est vrai que franchement, c'est complètement con d'attendre que le prix soit plus élevé pour avoir du Bitcoin, que ce soit pour les institutionnels ou très probablement sur le prochain cycle, même les banques centrales. Par contre, attention, les banques centrales, elles vont probablement pas acheter du Bitcoin. Elles vont juste vous faire payer vos taxes. C'est-à-dire qu'elles vont récupérer vos profits ou des conneries du genre. Mais bref, elles vont encore une fois faire ce qu'elles font de mieux, c'est-à-dire taxer les citoyens, c'est-à-dire vous. Donc voilà comment ça va se passer, à mon avis. Mais par contre, on entre aujourd'hui non plus donc dans le questionnement de la technologie, le chasme, d'accord. L'aspect visionnaire du Bitcoin, je pense qu'il a très largement été vécu dans les précédentes bulles spéculatives. Les gens ont très bien compris en fait à quoi allait servir Bitcoin. C'est relativement simple d'ailleurs comme thèse. Donc c'est sûr que Bitcoin aura plusieurs cas d'usage, tout comme aujourd'hui les produits indexés en or servent à plein de choses, mais globalement une très large partie de l'or, il est où ? Il est dans des coffres et il sert à que dalle. Donc soyez encore une fois rationnels, les machins, Layer 2, NFT, Bitcoin et conneries du genre, ça va probablement exister, mais une très large partie des lingots sont dans des fucking coffres et ne se voient jamais le jour. Et ce sera très probablement la même chose à terme pour Bitcoin. Maintenant, je dis bien à terme, il y aura probablement une ruée vers l'or, ce qui, pour ma part, est ce qui nous attend. Voilà. Donc, parenthèse refermée, je suis très très chaud Bitcoin. Encore une fois, attention aux cyclicités. Pour ma part, marché de l'adoption du Bitcoin top vers 2032, en conjonction avec les cycles de l'or, évidemment, et maturité totale sur 2062. Pour ma part, c'est ici que Bitcoin vaudra le plus cher. Mais par contre, la courbe, c'est que ça va probablement monter de ouf là, et après, on n'aura probablement plus rien. La fameuse S-curve. Donc attention, je pense dans les prochaines années, jusqu'à 2030, Bitcoin, it's gonna be a bumpy ride. Ok, donc, si on se base sur ce truc-là, bon, la question c'est de dire, peu importe en fait, d'accord, on s'accorde tous à dire que de toute façon le prix du Bitcoin sera plus élevé. Voilà, bon, pour faire simple. Donc la question derrière, c'est est-ce que Benjamin Cowen, qui nous dit que, comme 2019, on va se manger encore un bear market, on va aller chercher la panique, les sentiments baissiers, l'apathie, etc., tutti quanti, il faut vraiment tout démonter parce que c'est comme ça qu'on fait avant, etc. Bon, très compliqué, encore une fois. Même si on l'a vu, certains métriques on-chain lui donnent raison, et notamment les métriques de valorisation. Ce qui était assez marquant, et on en avait parlé d'ailleurs à l'époque, c'est que, pour ma part, ça n'a rien à voir avec un schéma comme celui de 2018, c'est-à-dire un schéma de bulle spéculative suivi d'un crack, dans lequel, preuve à l'appui, dès 2018, je vous avais dit, faites attention les cocos, non seulement moi je vais vous shorter vos races, mais en plus de ça, je vais même vous dire comment je vais le faire. Je vais vous shorter d'abord, puis je vais récupérer les profits, puis je vous re-shorterai vos races sur le Dead Cat Bounce, pardon, pas sur le Dead Cat Bounce, je vais shorter le Dead Cat Bounce, parce que j'avais raté le crack. Donc je vais shorter le Dead Cat Bounce. Derrière, il y aura une phase de retour de l'espoir. Je vais vous re-shorter vos gueules. Et après, quand il n'y aura plus de liquidité, enfin quand il n'y aura plus ou pratiquement plus de volatilité, je repasserai enfin à l'achat avec les bénéfices engrangés à la vente. C'est exactement ce que j'ai fait. Et je vous avais dit, je prendrai Ethereum aussi parce que très intéressant, bref, blablabla. Ok, bon. Donc ça, c'était bien bull crack. C'était le grand n'importe quoi. Puis arrive donc 2021, ça repart, tout le monde se chauffe, le délire des altcoins, on peut tout faire avec la crypto, blablabla, tous les cas d'usage, l'explosion du réseau Ethereum, etc., etc. Très intéressant encore une fois, hein, c'était tout sauf vide de sens. Mais c'était évidemment un peu stupide et dangereux, ce qui est symptomatique d'un autre modèle que normalement vous connaissez bien. Ce sont les modèles basés de révolution. Alors ça, c'est un modèle que j'ai fait moi, hein, donc
propension gardée, celui-ci, je lui accorde l'importance qui lui est due, c'est-à-dire, je ne peux pas me baser que sur ça. Mais bon, c'était de dire, pour moi, ce qui s'est passé en 2021 sur Ethereum, c'était stupide et dangereux. D'accord? Vraiment stupide et dangereux. Le nombre de gens qui ont sauté dans des ICO, etc. Enfin, c'était du grand n'importe quoi. Dans ce délire-là. Enfin bref, ça foutait de l'Ethereum partout. Il y avait des rendements dans tous les sens. C'était du n'importe quoi. Des mecs payaient des NFT, mais des centaines de millions. Enfin, c'était de la connerie pour acheter des fucking JPEG. Donc bref, dangereux et stupide au possible. Donc pour moi, c'était le signe. Ok, Ethereum, c'est une révolution, point barre. Voilà, donc... faut s'adapter, point barre. Voilà. Donc pour moi, c'était de dire, malheureusement, je me suis fait avoir et je me suis fait prendre dans le cycle du super cycle, dans le délire du au final, on est parti, la rupture technologique va suivre, je vends pas. Voilà. C'était de dire, tant pis, je fais pas d'arbitrage comme j'avais prévu, etc. Allons-y, quoi. Voilà. On va aller chercher les targets finales, les 10-12 000, et puis on va ranger ici. Et je me suis fait avoir par le scénario du super cycle. Ce qui s'est passé en réalité, maintenant on le sait, mais c'est très facile de l'écrire a posteriori. Hein. Comme d'hab, encore une fois, j'adore les mecs qui font le passé et qui te gueulent dessus après, alors que toi, tu as pris les risques à l'époque. Donc juste, hein, d'accord, faire l'apologie du passé, c'est très facile. Donc, on fait attention. Ok, moi-même, je me suis fait baiser et je m'en cache pas. Clairement, je suis tombé dans ce truc-là, du narratif, du bon, au final, peut-être le super cycle égal, tant pis pour les tech profits. On va y aller plus vite que prévu. Bon, au final, maintenant, on le sait, c'était des mecs qui nageaient le cul à l'air, et en pire, ils se sont enfoncés avec les fonds des clients, plus ils se sont rendus compte que ça montait, plus ils devenaient riches, plus ils sont partis dans la stratosphère. Aujourd'hui, on sait que ces gars-là sont des plus grosses arnaques jamais vues depuis Monsieur Madoff. Et évidemment, on en a subi les conséquences spéculatives, c'est-à-dire, tout s'écroule, les leviers se font liquider, et toute personne qui tradait en marge a été liquidée en cascade dans le bear market le plus violent, encore plus violent que l'explosion de la bulle 2018. Donc pour ma part, assez marquant, puisque donc en l'espace de même pas un an, on est passé de tous les métriques d'une tendance haussière, avec une jolie structure, hein, je veux dire, pour moi, le crack était nécessaire, il fallait prendre du temps pour se relever de 2018, il n'y avait pas nécessairement besoin de... Voilà. Par contre, c'est vrai qu'on était monté un peu vite, on va pas se mentir, on était monté un peu vite sur les cryptos. C'est facile à dire avec le repli, mais évidemment, quand on est dans l'émotion, etc., tout ça. Bon, derrière, évidemment, on passe de la douche froide très violente, les liquidations en cascade, et on va chercher, et ça, on l'avait dit à l'époque, on-chain, des niveaux pas vus depuis le bear market précédent. Alors que pour ma part, on n'avait pas eu une bulle, c'est-à-dire atteindre des niveaux de sous-valorisation dans une tendance haussière, c'est qu'il y avait un souci. Et c'est là où je vous ai dit, il y a un truc qui m'emmerde, parce que je sais qu'on est en tendance haussière, ça se voit, on est sur des actifs qui ont très peu de chances d'être du pipeau, d'accord? Alors, je dis pas ça pour les altcoins et les shitcoins du moment, mais par contre, Bitcoin, Ethereum et tout ça, c'est pas du pipeau, on le sait. Donc, si ce truc a de la valeur, qu'il est en tendance, putain, comment il peut se dévaloriser autant? Bon, maintenant, on a la réponse. Oui, c'était logique. Le machin était construit sur des leviers spéculatifs hors sol de gens qui avaient anticipé la rupture technologique. Mais elle arrive, la rupture technologique. Et ça, je vous l'ai dit, c'est compatible avec ce que je vois sur les graphiques, ces fameuses vagues 5 étendues. C'est-à-dire que là, le prochain cycle, à mon avis, sur Ethereum, il va être de ouf. Et ça n'a rien à voir avec Bitcoin, parce qu'encore une fois, les cycles d'adoption ici ne sont pas les mêmes. Le cycle d'adoption d'Ethereum est beaucoup plus rapide. Pour moi, Ethereum, ça atteint son plein potentiel, c'est-à-dire ses TAM, son Total Addressable Market Share, sur 2032. Ça veut dire que, pour moi, Ethereum, la courbe d'adoption des pragmatistes, là, elle va aller très vite. Elle peut même se produire sur le prochain cycle, avec les ruptures technologiques et tutti quanti. Ça veut dire que si je prends cette vraie rupture technologique, et qu'Ethereum, c'est donc pas du pipeau, etc., on va avoir, après le pic de hype, la phase dans laquelle on est aujourd'hui, mais on va se retrouver avec le retour de la hype, mais ce ne sera pas la folie spéculative de 2021 sur Ethereum. Je paye des centaines de... Je suis prêt à filer des Ethereum qui valent une burne pour acheter des JPEG. Bref, voilà. Et là, vous allez avoir donc la S-curve et l'adoption qui avance. Si on a ça et qu'on a donc ce pic ici sur 2030, ok, qu'on est donc ici en 2023. Bon, pardon, on a déjà un peu avancé sur Ether, on est là. D'accord? Il faut bien comprendre que là, Ether, il va partir en ligne droite. Il va vous laisser sur le carreau, quoi. Donc, c'est juste de dire, encore une fois, attention à bien une chose. Dans ce schéma-là, pourquoi je suis très en contradiction avec M. Cowen? Parce que M. Cowen, lui, sa théorie, c'est Ethereum must come home pour aller à 500 $. Alors, j'ai du mal à l'imaginer parce que 500 $, ce sont les niveaux de valorisation de la rupture technologique. Donc, bon, pour ma part, ça fait aucun sens dans tous les modèles d'adoption que j'ai. Donc,
c'est plus de dire, après attention, c'est des modèles, mais ces modèles, ceux-là, ils ne sont pas de moi, d'accord? C'est juste de dire, je pense que ce monsieur-là ignore la véritable valeur d'Ethereum. Il part juste du truc de ses graphiques, de machin, etc. Ethereum, pour lui, ça doit descendre à 500 $ d'abord. Moi, je dis juste, mon pote, si tu te plantes et que la rupture technologique que je vois sur tous les métriques d'adoption des layers 2, etc., plus tous les futurs cas d'usage qu'on peut avoir avec un collatéral de dette, parce que là encore, autant sur Bitcoin, on l'a dit, les effets collatéraux sont très très faibles, et on se sert très peu en soi du produit. Il a quand même d'autres cas d'utilité économique, mais ça se limite franchement à du stockage. Là, ça n'a rien à voir. Plus la demande augmente, plus le rendement va baisser, plus ça réduit en plus sur le cas d'Ethereum, puisqu'on a dit, plus il y a d'utilisation du truc, plus on va le rendre déflationniste. Donc pour ma part, c'est juste une bombe à retardement, l'Ethereum. Donc l'entendre dire le machin va aller à 500 $ d'abord pour une raison qui m'échappe totalement, peut-être, hein, mais je ne vois pas l'intérêt de ce pari spéculatif quand derrière, effectivement, on parle de rendement multiplicatif très important avec le cumul de tous les aspects, c'est-à-dire un regain d'intérêt pas aussi fou que la spéculation de 2018 et la bulle des ICO, d'accord? Mais derrière, on a les ruptures technologiques, les vraies cette fois, c'est-à-dire, bon, en 2020, on a peut-être un peu anticipé, merci l'effet de levier et tout ça, on a saturé le réseau, mais aujourd'hui, le réseau, il n'est plus du tout saturé, hein. Pire, il peut accueillir beaucoup plus de demandes qu'il ne le pouvait à l'époque. Donc, il a bien réussi à scaler. Si en plus de ça, l'adoption des pragmatistes arrive, sorry guys, deflationary, demand, supply reducing, I don't see how it goes down. Donc moi, c'est juste de dire, je ne sais pas comment on arriverait à faire vendre des Ethers 500 balles aujourd'hui dans un contexte pareil. C'est juste de dire, je pense qu'il n'y a aucune chance que les institutionnels n'achètent pas avant. Donc après, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Pour moi, le prix peut aller où il veut, entre 0 et l'infini, sauf quand il y a de la valeur. Et pour moi, je dis tous les métriques de valorisation qui montrent qu'Ethereum, c'est pas possible, 500 $. Ça peut y aller, je vous dis, moi je m'en fous, si on y va, ça ne changera rien pour moi. C'est juste de dire, je ne pense pas qu'on y va, et je pense que ceux qui font ce pari et qui le vendent à leurs audiences en disant patience les gars, on va à 500 $, ça me paraît encore une fois dangereux. Les mêmes vous diront de shorter à 4000 $. Et ça, c'est très dangereux. Voilà. Donc c'est plus de dire, c'est très très dangereux, voilà. Ou alors il admettra qu'il s'est planté et tout va bien. J'ai peur malheureusement que ce type de personne ressemble un peu trop à des analystes que j'ai côtoyés dans le passé. Voilà. Des traits d'analyste, et qui est donc la seule critique que je ferai de M. Cohen. Ces analyses sont très bonnes, mais malheureusement en trading, il émet une erreur magistrale qui est de dire, malheureusement ici en termes de gestion du risque, pour moi, en dessous de 2000 $, l'Ethereum, c'est pas cher, point barre. C'est juste de dire après, bah, est-ce que tu as envie de l'acheter tout en bas, c'est-à-dire, oh, je l'ai payé 2000, putain, j'aurais pu l'acheter 960, ou est-ce que comme moi à l'époque, encore une fois, preuve à l'appui, mes niveaux moyens d'achat sur Ethereum, c'était de l'ordre de 288 $, on a touché 90, ce qui veut donc dire qu'à l'époque, rendez-vous compte, oh là là, j'ai eu un drawdown magnifique de près de plus de 60%. Et putain, il n'y a pas un mec sur Terre aujourd'hui qui dirait que j'ai fait un mauvais investissement à l'époque. Donc juste de dire, encore une fois, remettons le trading à sa place. En termes de gestion du risque, n'importe qui a payé des Ethers moins de 2000 balles a fait, pour ma part, une très bonne affaire en termes de gestion du risque. Ça ne veut pas dire qu'il prédit le turfu, qu'il va devenir millionnaire. Ça veut juste dire qu'il y a des stratégies d'achat sur cette zone, que les stops sont à 0. Ça veut donc dire que si ça va à 500 $, vous n'en avez rien à foutre. Et c'est ça qui est important, et c'est là qu'il se plante, notre ami Cohen. C'est parce qu'en soi, il n'y en a pas assez pour tout le monde des Ethers, et que si c'est moi qui ai raison et que la demande supplante la création ex nihilo des produits futurs, etc., et que les gens veulent le vrai truc, ça ne va pas bien marcher. Parce que malheureusement, la demande va supplanter un actif déflationniste, ça va être compliqué d'estimer un machin à 500 $. Maintenant, encore une fois, de la spéculation et de la psychologie humaine, la limite, c'est le soleil. Concrètement, si un débile est là pour vendre des Ethers à 500 balles, moi, c'est sans la moindre hésitation que je serai sa contrepartie, et je pense que ce sera le cas de tout le monde. Voilà. Donc je vais faire très simple, je pense qu'aujourd'hui une large partie des gens qui détiennent des Ethers n'ont strictement rien à foutre de les revendre, n'en tiennent par là tous les métriques d'adoption qu'on a vues, qui facilitent la demande, mais c'est surtout le supply n'existe pas. S'il y a bien une chose qui ne colle pas du tout avec le scénario bear market, c'est le fait qu'il y a très peu d'Ethers aujourd'hui en circulation dans les exchanges, sans compter ceux qui sont perdus et ceux qui sont stakés, et dont la courbe ne continue que de monter. Donc on fait attention, c'est de moins en moins d'Ethers qui sont à la disponibilité. Ces Ethers, contrairement à Bitcoin, ils génèrent un rendement. Ces Ethers, contrairement à Bitcoin, ils ont un cycle d'adoption beaucoup plus rapide. Et comme le marché trade justement ces dérivées premières, c'est-à-dire ces rythmes de croissance, je vois difficilement comment Ethereum sous-performera Bitcoin, alors que ce mec-là défend cette thèse
effectivement d'un graphique ETH BTC, et là je terminerai mon analyse là-dessus, qui pour lui doit aller au sud. Voilà, c'est juste de dire, graphiquement parlant, pour moi, un truc comme ça qui va au sud, c'est possible, mais c'est pas ce que je vois sur le graphique. Moi personnellement, ici, tout m'invite à penser l'inverse. Il y a eu une petite incertitude sur cette zone-là, parce qu'on a quand même légèrement glissé ici, mais comme vous le voyez, on n'y a tenu qu'une seule clôture de contexte, ce qui pour ma part m'invite à dire, bon, comme la suivante, on l'a vite remise par-dessus, j'ai pas l'impression qu'on ait vraiment installé de la valeur sous la zone acheteuse. Si tel est le cas, d'accord, c'est-à-dire qu'on n'a pas installé de valeur sous la zone acheteuse, bah, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai malheureusement donc un range haussier, c'est-à-dire un achat dans la zone acheteuse. Qu'est-ce qui se passe derrière? Ça vient chercher la dump zone. Normalement, on paye le bas de la dump zone. Vous voyez que c'était le cas. On est dessus d'ailleurs. Donc c'est vrai que là, aujourd'hui, je trouve ça quand même un peu dangereux d'avoir des narratifs baissiers Ethereum face à Bitcoin. Bon, il a ses arguments, j'ai les miens. Moi, je dis juste que c'est pas maintenant qu'il faut faire le pari d'un chart baissier ETH BTC. C'est pas la zone où il faut le faire. Et par contre, bah, si moi j'ai raison et que ça rebondit sur le bas de la dump zone, next target, c'est la zone résistante. Hein. Donc ici, c'est pas le flippening, mais pas loin. Donc on fait gaffe. Ok, c'est juste de dire, attention encore une fois par rapport au rythme d'adoption. Si le marché, et c'est quand même ma spécialité, traite bien les dérivées premières, les momentum, etc., et les rythmes d'adoption, ce que quand même d'expérience, je pense qu'il fait beaucoup plus que de trader les modèles économiques de M. Cohen, et ben, dans ce cas-là, normalement, le marché va favoriser Ethereum pour plusieurs raisons, parce que déjà, il produira un rendement pour un aspect déflationniste supérieur à ce que fera Bitcoin, malgré son halving, hein, je rappelle, il reste inflationniste, Bitcoin, et il y a énormément de coûts de fabrication à l'énergie nécessaire pour Bitcoin, et c'est encore une fois nécessaire que Bitcoin reste proof of stake, ce qui coûte marginalement peu en termes de dépenses sur Ethereum. Hein. Pour faire tourner un validateur, il faut franchement pas grand-chose. Voilà. Donc juste de dire attention à la différente nature et aux différents cycles de ces deux actifs. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas tenter de mettre une petite méchouille comme à l'époque. Il a peut-être ça dans sa poche, M. Cohen, mais je pense par contre que dès que ça monte, il va devoir changer son fusil d'épaule. Et pour moi, la probabilité, elle est plus de sortir par le haut de la dump zone après le rebond dans la zone d'achat. C'est ce que mes stratégies me disent, point barre. Voilà. Maintenant, il y a aussi l'argument de dire, on a installé de la valeur. Dans ce cas-là, le schéma, c'est je recharge dans la dump zone et je viens rechercher ici un achat dans la zone basse. Donc, je ne suis pas complètement contre le scénario de M. Cohen, je dis juste qu'il est très, très risqué, puisqu'il part du principe que ça va baisser pour remonter. Alors que moi, je pars du principe que si c'est là qu'on va de toute façon, pourquoi t'emmerdes-tu à essayer d'avoir le prix le plus bas, quand de toute façon les risques-reward sont déjà rentables. Voilà. Le risque ici, c'est surtout de se retrouver à courir après un actif qui monte très vite. L'histoire a surtout montré que quand Ethereum surperforme Bitcoin, nous sommes en mensuel, ça se produit très vite. On passe du bas au haut du range en 3 mois. Donc attention pour ma part, tout montre les adoptions paraboliques des layers 2. Si Ethereum se lance dans une cabale de démontage des narratifs à la Cohen, ça va se produire très vite. Voilà mon avis perso. Le cycle est court, puisque je l'ai dit, d'un point de vue cycle de dette, le prochain cycle de dette se termine mi-2024. Alors évidemment, ce n'est pas un truc parfait, etc., mais c'est ce que je prends en compte. Si les deux sont liés, comme mes modèles semblent le prévoir, puisque Ethereum est très similaire à un produit de dette, si tel est le cas, alors ce prochain cycle de dette se termine en 2024. Il est très probable qu'Ethereum connaisse sa phase de croissance et de rupture technologique en même temps, ce qui risque de créer une aspiration parabolique de ses prix. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on en a à foutre du halving? Voilà ce que j'avais à vous dire. Pour ma part, j'attends qu'Ethereum crée son propre chemin, se libère de Daddy Bitcoin parce qu'il n'a tout simplement rien à faire avec. Ce ne sont pas du tout les mêmes produits. Et pour ma part, ceux qui tradent Bitcoin, Ethereum avec les mêmes schémas 2016, 2020, d'égal, on va passer par là pour construire un machin bidule. C'est possible, c'est encore une fois répéter des choses qui se sont produites 2 fois. D'accord? Oui, je le vois moi aussi, que ce truc-là a eu tendance à monter en 2 crans. Et qu'on a de fortes chances de remonter en 2 crans. Mais c'est pas une pattern. Ça ne fait aucun sens en fait. Il faut juste vous rendre compte que c'est débile. Ce truc-là, dans les 2 cas, il est haussier. Donc quel est l'intérêt de s'exposer à la baisse? On ne s'expose pas à la baisse dans un truc qui prend des directions de range haussier. Au pire, on espère, en gestion du risque, un repli. Mais c'est là où c'est très dangereux. Ces mêmes personnes, je vous dis, lutteront contre la hausse. Parce qu'elles ne pourront pas en faire partie et qu'évidemment, ce sera trop tard. Donc il s'agit juste de dire, le pari qui est fait par M. Cohen, c'est j'ai raison ou je n'en serai pas.
Et voilà, moi, le pari que je fais, c'est je m'en bats les couilles de savoir quel est le timing parfait et de me bats les couilles d'avoir le meilleur prix. I just want in. Voilà, c'est aussi simple. Pour ma part, évidemment, j'ai le luxe d'avoir investi sur le cycle précédent, ce qui fait que mes coûts de revient moyens sur Ethereum sont extrêmement bas et que du coup, c'est vrai que tenir la psychologie, c'est pas compliqué. Mais très sincèrement, j'ai racheté des Ethers à plus de 2000 balles et ça me pose aucun problème. Pour ma part, ça reste une très bonne opération, point. Maintenant, l'avenir le dira s'il repassera par 500 $ et que je devrais subir un magnifique drawdown sur mon prix d'entrée, mais je m'en tamponnosse. Pour ma part, ce sont des actifs qu'il faut détenir en portefeuille. Il n'y a pas d'option autre que ça. C'est l'émergence d'un nouveau système monétaire non national et c'est probablement la meilleure alternative pour éviter la Troisième Guerre mondiale. Voilà, pour vous faire simple, tout ce que je pense de ces cryptos. Si on n'a pas enfin une devise extraterritoriale non nationale, qui n'a pas besoin d'une armée pour démonter ses opposants et installer sa souffrance comme monnaie d'échange pour externaliser sa dette, si on arrive à avoir un pur produit basé sur du code, je pense qu'en là, on a la meilleure arme pour éviter la Troisième Guerre mondiale. Voilà. Et c'est sur ces magnifiques mots que je terminerai pour dire, voilà, je ne connais pas plus l'avenir que quiconque. Je dis juste que ceux qui écrivent les livres prédicateurs de futur, en mode de toute façon dans le passé, c'était le même schéma, guerre, machin, bidule, font souvent des simplifications dramatiques, puisque pour moi des personnes qui ont ces qualités, comme par exemple Ray Dalio, disent bien, il n'y a pas qu'une façon, il y a plusieurs répétitions de ce modèle, et ce n'est pas forcément des guerres militaires. Il peut y avoir des guerres économiques, il peut y avoir des révolutions internes au pays. Ces redistributions peuvent prendre nombreuses formes, et pire, de ma connaissance des marchés spéculatifs, je peux quand même vous dire que les anomalies qu'on voit et les positionnements des cycles de dette traduisent que pour ma part, le plus probable, c'est pas du tout une guerre, c'est plutôt une restructuration de la dette américaine basée sur des changements politiques majeurs, voire des révolutions internes, c'est-à-dire, on va dire ici, j'ai pas parlé de revenir sur les guerres séculaires à l'intérieur des États-Unis, mais juste de se dire, voilà, on a un pays divisé, on a une joute politique avec une élection à venir en 2024, et pour ma part, il me semble qu'une large partie des investisseurs, voyant ça comme un risque, l'incertitude politique, je parle surtout des gros possédants américains, vont pour la plupart très sincèrement rechercher ces actifs. Il est fort à penser que, pour ma part, la stature politique des États-Unis en déclin, mais tout sauf en effondrement, va probablement forcer la classe politique américaine à freiner au possible l'investissement sur ces actifs, et particulièrement Ethereum. Parce qu'Ethereum, c'est le compétiteur number one du dollar. C'est pas Bitcoin le compétiteur du dollar. C'est Ethereum. Si les capitaux en dollars, au lieu d'aller dans la dette américaine, dont on a dit elle va probablement être refinancée par le contribuable américain, directement ou indirectement, plus ou moins forcé, il est fort à penser qu'une très forte restriction va venir sur le cycle prochain au niveau d'Ethereum. Il est clair à penser pour ma part que si vous vous basez sur une adoption des États-Unis de l'Ether, avec ces guerres politiques à venir, ou ces conflits, on va dire, politiques et internes, avec restructuration de dette, vous croyez sincèrement que les États-Unis vont laisser un produit de dette comme ça, décentralisé, libre d'accès, etc. Vous croyez sérieusement qu'ils vont tout faire pour aider les gens à adopter ça? Bien sûr que non. Donc il s'agit bien de comprendre qu'évidemment, certains des arguments des bears Ethereum sont compréhensibles, mais c'est centraliser tout sur le dollar. Moi, encore une fois, je ne suis pas citoyen américain et je pense encore une fois que l'Amérique, elle est surtout en déclin. Il est temps de regarder ailleurs. Et pour regarder ailleurs, il s'agit de comprendre que ce n'est pas en interdisant quelque chose qu'on empêche son adoption, c'est même souvent l'inverse. C'est plutôt au contraire la joute politique américaine autour d'Ethereum qui va créer son adoption, si vous voulez, toute ma théorie. Voilà, tout simplement, c'est aussi simple que ça. Le fait de vouloir freiner, etc., fait que tôt ou tard, les gens de toute façon vont vouloir essayer, vont se rendre compte que ça marche relativement bien, et que, effectivement, pourquoi placer son argent sur un 10 ans américain dont on ne maîtrise pas les tenants et aboutissants politiques pour un rendement à 4%, alors qu'un validateur Ethereum, sans le moindre risque et qui tourne sur un ordinateur type Raspberry Pi, franchement, il y a moins d'incertitude. Je dis juste qu'encore une fois, la restriction des capitaux
va probablement être partie prenante des prochaines années, et particulièrement dans le cycle baissier de 2024 à 2028. Raison pour laquelle je pense qu'Ethereum sera consolidant sur cette phase-là, et pour laquelle je pense qu'il va non pas perdre toute sa valeur et s'effondrer et cracher, mais consolider. Raison pour laquelle, encore plus par rapport au modèle graphique que j'ai, je pense qu'Ethereum va s'octroyer un très très beau cycle jusqu'à 2024 avant de consolider assez fortement, ce qui est bizarrement exactement ce que prédit le modèle de vaccin étendu, c'est-à-dire tac, 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 l'overlap, la dernière vague est parabolique, elle casse normalement la ligne de tendance, donc ça veut dire pour moi minimum 7-8 000 $ sur le cycle à venir sur Ethereum. Jusqu'où on va, j'en sais rien sincèrement, la vague 5 est généralement excessive, elle se retourne en V-top avant d'installer un range. Donc je pense très clairement que l'adoption d'Ethereum elle va se terminer dans les prochaines années par l'anticipation des fameux rythmes de croissance dont je vous parlais, avant derrière de manger une très forte restriction politique, mais malheureusement, à ce moment-là, l'adoption sera déjà très largement avancée, et les ruptures technologiques se seront produites, ce qui fait que tout simplement c'est pissé contre le vent. Voilà un peu mon avis sur Ether. Maintenant, par rapport à Bitcoin, c'est toujours pareil. Je vous ai dit, moi Bitcoin, ce que je mets dans Bitcoin, j'ai pas prévu de le revendre, sauf si on commence à s'amuser à m'amener des ratios Ethereum-Bitcoin sur les bas du range. Là, évidemment, je n'hésiterai pas à prendre mes Bitcoins et à les changer en Ether. Voilà. Pour vous faire simple, sinon, mes Bitcoins, ils restent en Bitcoin, mes Ethers, ils restent en Ether. Ce que dit Monsieur Cowen me passe loin au-dessus de la tête. Je le laisse trader comme il a envie de trader. Moi, c'est quand même mon métier. Je suis moins bon analyste que lui, ça je lui accorderai avec évidemment aucun problème. Mais donc, ceci dit, pour ma part, en termes de stratégie de trading, ne pas sombrer donc dans ce narratif. Encore une fois, attention, il y a certains actifs aujourd'hui qu'il faut détenir. Et pour moi, la limite et la frontière, elle est bien là. Toute personne aujourd'hui qui, à mon avis, détient plus de 200 000 balles en portefeuille, donc c'est-à-dire plus que ce dont vous avez besoin pour votre consommation quotidienne, vous avez de l'épargne, je pense que c'est impossible aujourd'hui de ne pas avoir d'Ethereum. Voilà, tout simplement. Je vous la fais simple. À partir de là, vous comprenez qu'une personne qui a 15 millions, c'est d'autant plus important en termes de montant à investir, etc., etc., etc. Et vous faites comme vous voulez. Soit vous attendez derrière que les restrictions soient mises en place par le gouvernement américain parce que les prix seront déjà très élevés, soit tout simplement vous comprenez que c'est un investissement one way, j'y vais, je ne sors pas et je suis patient et point barre. Maintenant, en termes de cyclicité, j'ai beaucoup de modèles qui m'invitent à penser que ça va se passer beaucoup plus vite que prévu, que les gens vont courir après et qu'il ne se passera plus rien derrière pendant 5 ans. Jusqu'à atteindre la maturité totale du réseau, mais probablement avec une phase de range, c'est-à-dire qu'Ethereum, une fois qu'il aura trouvé sa valeur, il va s'arrêter, et il va rester là-bas. Il va probablement être assez volatile, et on pourra, pour ma part, et j'hésiterai pas à arbitrer les zones, je suis toujours les mêmes modèles, c'est-à-dire que dans ces environnements de vaccins étendus, plutôt que de naviguer à l'aveugle, je suis toujours, d'accord, des extensions Fibonacci. C'est-à-dire que je sais que le 8000, il n'est pas viable, donc, puisqu'il est sous la ligne de tendance, je pense que vers 13 400, pour moi, il y aura un TP obligatoire et 21 000 également. Voilà. Ce qui pose la question derrière de qu'est-ce que je fais de tout le reste. D'accord? Total 3, donc là, ça inclut toutes mes stratégies sur Chainlink, Atom, etc., que je vous ai largement déployées avant de partir en vacances. Je ne vais donc pas le refaire une énième fois. Là, encore une fois, il s'agit de parts minoritaires du portefeuille, sauf pour Atom, qui est très largement surpondéré dans mon portefeuille. Je suis au maximum de ce que je peux tolérer. Je le compense évidemment par une très très bonne connaissance technique de l'environnement, de l'écosystème, de sa politique, de tout le bordel, etc., que j'ai tenté de vous partager. Ça déplaît à certains, mais ça, c'est pas grave. En tout cas, comme toujours, le contenu est distillé gratuitement. Vous avez le libre choix de prendre ce qui vous intéresse ou pas. Si les vidéos Cosmos, vous n'en avez rien à foutre, personne ne vous oblige à faire play. Donc, vous faites comme vous voulez, vous prenez ce qui bon vous semble. Je ne vous ai jamais forcé à aller sur Cosmos. Je dis juste que pour ma part, mes connaissances maintenant de cet écosystème m'invitent à tout sauf être baissier dessus. Maintenant, voilà, c'est un risque que je prends, ce risque est modéré, il peut tout à fait échouer, je ne connais pas plus le turfu que M. Cowen ou n'importe quel autre analyste du web. Voilà, sur ces belles paroles, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne année boursière, une année scolaire boursière, puisque donc on ne parle pas d'année à proprement parler, on refera comme on le fait chaque année ce point vers justement la nouvelle année, qui sera un bon point charnier pour voir du coup dans ce combat de joute, qui avait raison et qui avait tort. Peut-être qu'aucun de nous n'aura raison et tort. C'est d'ailleurs mon sentiment personnel. Je vous donne mon forecast fin d'année. Je pense que Bitcoin sera en forme de lévitation autour des 40 000 $. Je m'attends à ce qu'Ethereum fasse la même chose sur la zone des 3000 et probablement que certains altcoins de bonne qualité en feront de même. Mais attention, les altcoins, on l'a vu, eux-mêmes n'ont pas les mêmes cycles d'adoption qu'Ethereum. Ils ont des market share inférieurs aussi. Attention, Ethereum a vraiment la market share la plus large par rapport à celle qu'on avait déployée sur ce modèle et je terminerai là-dessus. Ok.
Donc aujourd'hui, parmi ceux qui sont déjà installés et qui n'ont pas la possibilité d'être détrônés, ou en tout cas c'est très improbable, parce qu'ils ont atteint ce que j'appelle la vitesse de libération, c'est-à-dire qu'ils possèdent plus de 50% des market share de leur domaine de prédilection, et le suivant est à 30% au mieux. Ou en tout cas, il est autour des 30%. Et on a dans ce cas-là la vitesse de libération supérieure qui fait qu'en général, il n'y a aucune chance qu'un nouveau compétiteur émerge. Et il y a généralement peu de chances que le second en ligne prenne la place du premier. Pour la raison que j'ai évoquée ici, c'est que la distribution de ces market share, elle est généralement pas elle suit une forme symétrique. C'est-à-dire qu'en général, votre suivant en ligne, c'est celui qui vous bat sur le schéma opposé. Okay, c'est-à-dire concrètement, celui qui stocke le plus de valeur, c'est Bitcoin, d'accord, par transaction, c'est-à-dire quand il y a une transaction qui est réalisée sur le réseau A, elle est plus importante et elle réalise, si on crée une échelle de la valeur représentée de 1000 transactions, d'accord, il y aurait plus de 50% de la valeur qui transiterait par le réseau leader. Ça, c'est clairement Bitcoin. Et cette tendance ne fera que s'accélérer. Comme on l'a dit, Bitcoin sert très peu, donc il y a très peu de transactions, mais elles ont une très forte valeur collatérale. Okay, ce que dit ce modèle, c'est que justement, pas plus d'1% des transactions seront réalisées sur le réseau de Bitcoin, ou éventuellement des layers 2, etc. Mais encore une fois, si vous cherchez un maximum de transactions, c'est pas vraiment sur Bitcoin que vous trouverez ça. Ce que prédit ce modèle, c'est que dans l'axe opposé, la TVL, c'est-à-dire la valeur stockée sur le réseau, c'est probablement sur Ethereum que ça se passera. Ce qui fait d'ailleurs qu'Ethereum ne pourra jamais stocker plus de valeur que Bitcoin. Pour rester leader de total value, les transactions moyennes sur Ethereum seront certes très importantes, mais moins que Bitcoin. Voilà. C'est un peu le délire de ce truc-là. Donc il s'agit bien de comprendre, pour moi, cet axe-là, c'est mort. Vous pouvez oublier totalement. Ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, pour pondérer les trade-offs qui sont faits entre Bitcoin et Ethereum, il s'agit de comprendre que ce sont des trade-offs qui sont faits sur l'interopérabilité, daily active users, la privacy et les transactions par seconde. Et c'est ce qui m'a permis, moi, personnellement, de deviner quels sont les autres market share. Parce qu'on voit ici que le trade-off de Bitcoin, il n'est pas le même. Bitcoin va beaucoup plus chercher à trader la privacy, alors que Ethereum la sacrifiera intégralement. D'accord ? Très important. On voit bien que le trade-off n'est absolument pas le même. Pour atteindre cet objectif-là, d'accord, Ethereum, lui, va maximiser la vitesse, au détriment de Bitcoin qui n'en a strictement rien à foutre, qui est le plus mauvais. Ok ? C'est très important de comprendre cette asymétrie qui est faite. Okay, le choix et la distinction qui est faite entre Bitcoin et Ethereum, elle vient surtout sur cet aspect privacy et transaction. Il y en a un qui est très lent et qui permettra donc d'obtenir des niveaux supérieurs, on va dire, en termes de privacy comparé à son compétiteur. Okay, très très important de comprendre ça. Okay, à part les deux premières market share que se partagent les deux, d'accord, avec des forces relatives significative, d'accord. Il y en a un qui est significativement meilleur que l'autre. C'est pas, il se tire la bourre. Ok. C'est hyper important de comprendre ça. Ethereum stocke beaucoup plus de valeur ex-Ethereum, c'est-à-dire autre chose que de l'Ether, des tokens, des NFT, de tout ce que vous voulez, des layers 2, etc. Toute cette sécurité héritée par Ethereum, c'est de la TVL. Donc il s'agit de ne pas oublier ça, encore une fois. Elle sera très largement supérieure à la valeur qui sera stockée dans Bitcoin. Posant donc la question du flippening, auquel je ne répondrai pas ici, mais vous connaissez déjà mon avis. Pour ma part, le flippening est inévitable, ce n'est qu'une question de temps. Est-ce qu'il sera unilatéral, c'est-à-dire Ethereum dépasse Bitcoin en market cap, et puis c'est à tout jamais comme ça? Je pense que ce sera tout sauf le cas, que Bitcoin reprendra très largement son leadership plus tard dans la maturité du cycle. Si vous avez même suivi vers 2060, et on en est très loin, je pense qu'il n'y a aucun doute sur le fait qu'à ce moment-là, même déjà vers 2030, je pense à la fin de cycle, Bitcoin sera bien plus demandé que notre pote Ethereum. Pour plusieurs raisons, déjà parce qu'Ethereum aura atteint sa capacité de réseau maximale, et derrière, il n'y aura plus que les améliorations constantes. Je rappelle, dans la S-curve, une fois que vous l'avez faite, c'est pas disparition à tout jamais. La performance S-curve est maintenue derrière pendant très longtemps. Les augmentations de performance du réseau Ethereum seront toujours là. Mais elles se feront probablement sur les layers 2. Layer 2 qui se trouve ici dans la maximisation des daily active users. Donc attention encore une fois, pour moi, Ethereum maximise sur ce cycle et après, il faudra aller chercher le rendement ailleurs. Mais je vous le donne en mille, vous pourrez le faire avec la majeure partie de vos Ethereum sans aucun problème grâce à ce qu'on appelle la collatéralisation.
C'est exactement pour ça que je vous avais montré ce modèle qui vous sert à comprendre, d'accord, que les layers 2 et les layers 1 alternatifs, etc., tout ça, enfin les money multipliers n'ont rien à voir et généralement, vous pouvez vous les offrir en collatéralisant vos bons du trésor. Donc, encore une fois, vos Ethers, c'est pas parce qu'ils auront atteint tout leur potentiel financier, ou en tout cas la plus grande partie de leur momentum financier, qu'il faudra s'en séparer, etc. Et tout ça. Au contraire, vous pourrez tout à fait collatéraliser vos Ethers pour continuer à chercher du rendement sur des produits type money multiplier, etc. Ce qu'on appelle le cycle d'investissement, que je vous referai jamais assez, mais voilà, il s'agit donc de comprendre que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est un cycle qui se produit en fonction du risque. On descend pour aller chercher du rendement, puis à la fin du cycle, on revient sur les tâches supérieures, et quand on aura fini le cycle de dette, on revient sur le valeur refuge, etc., etc. Ok ? Donc, si vous avez bien compris, le cycle à venir, c'est celui qui va établir notre collatéral de dette et qui va sélectionner nos winners en termes de money multipliers. Ok ? C'est un peu comme ça que ça se passe. Les protocoles, donc les value creators qui seront déployés sur les winners vont être évidemment en parabole spéculative de tutti quanti de la fin du monde, bref, la parabole de la bulle spéculative. Et évidemment, une fois que les profits vont sortir de là, ils vont permettre de sélectionner encore plus les winners, puisque ceux qui ne vont pas gagner vont se faire shorter, nique sa mère. Et au contraire, la valeur va revenir ici, puis quand ceux-là vont baisser, petit à petit les gens vont vendre ça pour revenir sur ça, et après, si le collatéral de dette perd sa valeur, c'est parce que les gens reviennent sur le stockage de valeur. Ok ? Et c'est comme ça que se produisent les cycles économiques. C'est juste qu'encore une fois, le cycle Bitcoin est très long, le cycle de dette est plus court, le cycle économique l'est encore plus. Okay, enfin, les cycles d'investissement le sont encore plus et les cycles économiques sont très très courts. Okay, donc comme toujours, la notion temporelle est hyper importante. Si vous achetez ces trucs-là, c'est concrètement court terme, ça ne doit pas durer longtemps, on ne fait pas buy and hold sur ces trucs. Si vous cherchez à acheter ces trucs-là, ok, mais par contre, dès qu'on finit le cycle d'investissement, donc 2024, cassos. Il y a fortement de chances d'ailleurs que le cycle de dette se termine aussi, ou en tout cas se contracte en 2024, pour les raisons qu'on a cité, raison pour laquelle, pour ma part, une partie de mes Ethers seront probablement transférés en Bitcoin à la fin du cycle. Pour la partie qui ne sera pas juste maintenue en vue de réinvestir dans le prochain cycle d'investissement. Et ça, je vous l'avais fait à travers ce modèle qui me servira de conclusion. Voilà, vous avez tout simplement donc des cycles de court terme qui se ajoutent à des cycles de moyen terme, etc., etc. Et là, vous avez théoriquement la meilleure allocation du capital. Et vous comprenez donc que dans ce cycle, au fur et à mesure, l'allocation, elle va vers les actifs les plus risqués. C'est-à-dire qu'au début du cycle de maturation de la crypto, okay, tout le monde en fout un max dans le gros bébé, parce que c'est le plus safe, etc. Une fois que le gros bébé a bien maturé, la deuxième phase du cycle, celle dans laquelle on va arriver à mon avis, c'est une explosion du cycle intermédiaire, une explosion de la demande sur la dette. Une raison pour laquelle je pense que c'est mon pote Ethereum qui va leader le prochain cycle et pas Bitcoin. Et derrière, si vous l'avez bien compris, Ether reste, mais on a une explosion de la demande sur l'activité cyclique de court terme. Voilà. Donc vous savez exactement ce que moi je prévois de faire, et à la fin du cycle, comme vous le voyez, tout le monde revient sur Daddy. Donc, et ici vous avez mon échelle 2032. Voilà, si vous avez compris. Alors évidemment c'est prévisionnel, hein, mais vous avez l'idée. Ok ? Ça veut donc dire que pour ma part, en 2032, je veux que le cycle soit fini. Je pense qu'on ait eu 2018 ici, et qu'aujourd'hui nous sommes là au minimum, et que ça va être un cycle très dominé par Ethereum, mais qui ne sera pas tout seul, hein, il y aura toujours de la place pour Bitcoin, donc avoir les deux c'est très important. Si vous avez compris, Ethereum sera très très demandé dans la première partie du cycle, un peu moins dans les deux suivantes, raison pour laquelle je vais pas mal en transférer, à la fois dans Bitcoin et à la fois dans les layers 2 et autres tutti quanti. Ok ? Dans les prochains cycles, tout simplement. J'espère que vous comprenez, en tout cas que ça fait un peu de sens pour vous. Tout ça, comme d'hab, ce n'est pas du futur forecast, c'est juste beaucoup de travail. Comme d'hab, de la gestion du risque. Ça ne veut pas dire que je trade tout ça le cul à l'air et que j'ai tout mon argent dans les cryptos, que j'ai mis des leviers sur tous les trades. C'est absolument l'inverse, vous le savez. Mes allocations de portefeuille sont très légitimes. Elles sont souvent critiquées, mais bon, jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant, j'ai pas vu des gens bien plus malins les critiquer. Donc, on fait attention, chacun son exposition de portefeuille en fonction de sa gestion du risque. La mienne, elle me regarde. Et pour ma part, elle correspond exactement au niveau de risque que je veux octroyer à la crypto dans mon portefeuille global, parce qu'encore une fois, je n'ai pas que ça.
Voilà, vous savez tout. Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable saison 2023-2024, que ce soit en ma compagnie ou non. Et que ce soit en ma compagnie, je vous invite de toute façon à garder toujours des avis divergents. Vous n'avez pas à faire comme moi. La valeur de ce que je vous apporte ici n'est absolument pas la copie de mes stratégies. Je vous les partage avec énormément de détails, pour cette raison d'ailleurs. C'est justement pour que vous preniez la substantifique moelle de tout ce savoir et que vous ne preniez pas juste la conclusion comme telle. Donc, s'il vous plaît, j'aimerais enfin que sur le prochain cycle, les fameux haters des réseaux arrêtent de prendre encore une fois un tweet par-ci, un tweet par-là pour dire « Ah, il a dit ça, puis il a eu tort, etc. » Bon, encore une fois, je partage mes stratégies pour la transparence. Ce qu'il y a de la valeur dans ce que je partage, c'est encore une fois toute la méthode que j'utilise. Voilà. C'est ça le plus important. Voilà. Appliquez, apprenez les méthodes, appliquez avec constance. C'est de loin le facteur le plus important. Essayez de produire du jus de cerveau utile, c'est-à-dire qu'encore une fois, analyser des graphiques en temps réel pour me faire du price action. Putain, s'il vous plaît, réfléchissez un peu. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Ciao, ciao!